Donc l'heure du jour, donc l'appel des délégués, c'est, on voyait, on vient de le faire, donc on a le quorum, on peut y aller. Georges, on va lui laisser un petit temps de parole là, pour sa dernière parmi nous. Et après, l'heure du jour, c'est l'adoption du PV, les rapports, morale et financier, les commissions, les vœux, le budget et l'intervention de la DDCS, si il arrive à se connecter, mais je crois que je ne l'avais pas vu connecter là. Pour l'appel des délégués, donc on a le quorum, hein, donc on peut y aller. Fabien, je ne sais pas si tu as les derniers chiffres, mais a priori, il y avait 26 clubs de connectés, donc on a largement le quorum. Oui. Attends, oui, c'est bon. Avec 26 clubs, on a 26 clubs, on a 152 voix sur 222. Donc on est à 68% de représentation. Donc voilà, vous avez bien compris comment il fallait voter en cliquant sur le lien. Donc là, vous allez recommencer. Vous allez voter pour l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée 2019. Donc Fabien, si tu peux bien envoyer le lien, s'il te plaît. Alors c'est pas le même lien, c'est celui que je vais copier là. Même un nouveau lien. Ressemble énormément. Voilà. C'est un nouveau lien. Donc là, c'est à vous de travailler. Vous allez voter pour l'adoption du PV de l'année dernière. Fabien, après, je te laisse la main là sur le vote. Tu diras. Ouais. Il n'y avait personne. Moi, j'ai voté. Hein. Oui, 14. Ça vient d'un coup. J'ai 15 votants. 17. 18. Je suis à 21. Donc après, il manque 5 votes. Alors si vous avez des difficultés, vous pouvez ouvrir le micro et nous dire ce qui se passe. Ouais, pour le handball club de Vélizy, je suis sur le téléphone et en fait l'application est particulièrement nulle, on va dire. Elle est pas adaptée à un écran des téléphones peut-être. Ouais, voilà, c'est pour ça. Alors j'essaye sur le Mac de me reconnecter en ayant tout ce qu'il faut, parce que là en fait j'ai juste le PPT qui s'affiche et je fais ça en fait. Donc j'ai aucune autre option. Pour afficher les conversations, c'est un autre menu sur le téléphone. Ouais, il faut que je me souvienne. Attends, je vais regarder. Bon, après, au pire, il y a que t'as combien de votes là sur le PV? 23. Bon, écoutez, je propose de valider. Après, il y a Georges qui va intervenir. On pourra regarder en attendant. Vélizy pourra regarder en attendant s'il se reconnecte avec son Mac. On fait comme ça. Ok. Ouais, et au pire, le vote est ouvert. Le lien n'est pas fermé jusqu'à la fin de l'AG normalement, Fabien. Donc tout à fait. Oui. Donc à la fin, après, tu pourras revenir sur le vote et valider ton vote même en fin de réunion là. Tu pourras revenir dessus. Bon, donc, Fred. Oui. Pour le vote là. Oui. L'important, c'est que si on arrive tous à voter, enfin moi j'ai pas réussi là. Ouais. Si on arrive tous à voter, après on est tranquille une fois qu'on l'a fait. Oui, tout à fait, ouais. Dans la démarche, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que mon vote n'est pas passé, moi, le Célois. Alors attends, je regarde. Non, je t'ai pas, effectivement. Ah oui. Et pourtant, j'ai cliqué sur le petit rond, il y avait marqué à voter, là, il n'y a rien de ce produit. Le petit rond à voter? Oui, à voter, là. Il y avait une espèce d'encart rond, là, pour voter, quoi. Tu parles des boutons radio, peut-être? Non. Sur l'écran, là, il y avait il y avait PVAG, il y avait remarques. Non, alors, c'est dans la conversation, en fait, qu'il y a le lien à cliquer. Ouais, excuse-moi. Conversation.
Donc bah là, il y a eu 4 messages depuis, donc moi c'est le message il est un tout petit peu plus haut, mon dernier message. De toute façon, c'est les pavés verts, hein, ça se voit. Ouais, d'accord, ok. Donc tu cliques dessus, ça t'ouvre une page internet et là comme tu as fait C'est pour bon, l'émargement au là début. j'ai dû voter, là. Alors attends, je vérifie. 25, oui, il y en a un de plus. Tout à fait, là c'est bon. Ok. Voilà, Donc en fait, ouais. dans le principe, à chaque fois qu'il y aura un vote, il y aura un slide que Fred présente avec à voter. Moi, je copierai le lien dans la conversation et donc il faudra cliquer sur ce lien-là à chaque fois. C'est parfait. Voilà. Merci. Ok, donc Georges, à toi de parler. Oui, rebonjour à tous. Bon, contrairement à ce qu'a dit mon ami Frédéric, vous n'avez pas fini avec moi parce que vous savez quand même que je suis membre du club de plaisir, mon club de cœur puisque je l'ai piloté pendant plus de 20 ans. Et je resterai toujours proche du hand parce que ce que j'arrête, c'est la ligue. Voilà, bon, pour le reste, je peux toujours être disponible pour aider, bosser avec vous, malgré mon grand âge qui fait qu'à 73 ans passés, je commence sans doute à être ringard en termes d'adaptation à tout un tas de choses nouvelles, de façon moderne de manager, etc. Bref. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de savoir ce qui se passe au niveau des clubs, notamment actuellement avec l'autorisation que l'on a maintenant de reprendre. Ça semble bouger. J'ai fait quelques vidéos en AG avec d'autres comités où j'ai ressenti relativement peu d'inquiétude de nos collègues sur la reprise. Donc, souhaitons que ça se passe bien. Comme vous l'avez dû le voir dans le dossier de l'Assemblée générale électronique de la Ligue, pour laquelle vous serez voté la semaine prochaine, en tout cas, nous avons pris une ensemble de précautions qui passent par la mise en œuvre d'une ligne de 60 000 euros, je crois, de soutien aux clubs qui seraient en grosse difficulté, évidemment sur étude de dossier, avec une commission, etc. Et puis, on est en train de conforter nos fonds propres par un prêt garanti par l'État demandé à notre banque de 450 000 euros, qu'on espère ne pas avoir à utiliser, mais au cas où, on pourrait donc aider en tout cas le handball francilien à faire face à des difficultés de redémarrage. Moi, pour ma part, très modestement, ça sont bien malin qui saura ce qui va se passer à la rentrée, mais ce que je pense moi, c'est que les difficultés, peut-être, elles sont encore devant nous, notamment en 2021, parce que il y aura sûrement c'est déjà le cas d'ailleurs, des grandes réflexions au niveau de nos partenaires privés et publics qui, dans leur budget, vont bien être obligés de trancher un peu quelque part dans le vif. Et donc, vous savez que les budgets de marketing, tout ça, sont souvent les premiers qui sont touchés. Alors bon, je ne veux pas trop noir sur le tableau. Simplement, à titre d'exemple, j'étais mercredi soir en visio avec l'AG du 92, et là j'étais surpris d'apprendre qu'il y a trois clubs qui nous ont dit que la mairie venait de leur réclamer le reversement de 30% de leur subvention. Ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas un mouvement général. Mais enfin, ça m'a paru un petit peu sévère de la part de ces mairies. Alors, effectivement, donc moi, après 20 ans passés à la Ligue, donc je vais passer la main. Heureusement, diront certains. Bref. Et en tout cas, donc l'AG élective de la Ligue se déroulera on l'a déjà dit, je crois, le 24 octobre à la maison du handball. Pour l'instant, je n'ai pas reçu officiellement de candidats, de liste candidats. Bon, on sait dans les couloirs qu'il y en aura donc au moins une. Et moi, je suis, compte tenu de sa composition, enfin, qui est évidemment très très officieuse, moi, je suis pas très inquiet pour la suite de l'activité, du management et du pilotage de la Ligue Île-de-France, et je souhaiterais bon vent à la nouvelle équipe. Voilà, bon, parallèlement, vous savez aussi qu'à la fédération, fin novembre, à Pau, il y aura donc une assemblée élective. Alors, elle s'avère beaucoup plus sportive, si j'ose dire, puisque vous savez qu'il y a 3 listes en présence, celle du DTN actuel, Philippe Bana, celle du vice-président Jean-Pierre Feuillant et celle du président de la LNH, Olivier Giraud. Bon, j'en dis pas plus, vous lisez ça dans les gazettes, et puis dans les mois à venir, je pense que l'actualité
s'accélérer de ce point de vue. Bon, moi je trouve un peu dommage que ça provoque forcément un éclatement des compétences entre les différentes listes, et comme il n'y en aura qu'une seule qui sera élue, ça veut dire que pas mal de personnes qui ont prouvé jusqu'ici qu'elles étaient plutôt proches du handball, compétentes, machin, vont se retrouver par ce fait même, sans doute mises un peu sur le côté, mais enfin bon, c'est la vie démocratique, c'est comme ça, et puis on doit l'accepter. Voilà. Alors dernier mot pour faire plaisir à Frédéric qui nous trouve trop bavard, mais je l'aime bien, donc il n'y a pas de souci, il peut me le dire. C'est devenu presque un joke entre nous. Bon. Nous avons donc, lancé notre AG de façon électronique. Alors pourquoi on n'a pas fait de visio? Parce que vous voyez déjà, là, à une trentaine de clubs, c'est compliqué. À 260, vous imaginez la gestion. Et donc, c'est une AG qui est essentiellement orientée sur la validation de nos comptes 2019, sur la validation du budget que l'on a reconstruit pour tenir compte de tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars, donc avec un budget qui est amaigri, tout à fait naturellement, mais qui reste en équilibre. Et puis le gros morceau, c'est on vous demande de valider le projet COQ, sachant que concernant d'autres informations, notamment certains bilans de certaines commissions, on les fera valider lors de notre assemblée générale élective du 24 octobre, donc à la maison du handball. Voilà. Moi, je reste avec vous pendant cette matinée. Je suis prêt à répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous les poser. Et puis, je vous souhaite une bonne AG. À toi, je te redonne la parole. Merci. Si j'ose dire, Frédéric. Merci, Georges. Et, en fait, je voulais enchaîner sur le discours de Georges parce que on peut, moi je veux dire franchement, on peut aimer ou ne pas aimer certaines personnes. Moi, je pense qu'on doit un immense respect à Georges pour tout ce qu'il a fait pour la Ligue et pour la fusion des deux ligues là, il y a 4 ans. Il a pris ce dossier à bras-le-corps sur ses larges épaules. Il a eu des gars comme moi un peu chiants dans les réunions qui sont, enfin voilà, des gens qui sont pas faciles. Et pourtant, il a mené sa barque jusqu'au bout. Je pense que si on a agi, on aurait pu faire un standing ovation pour Georges. Voilà, moi je vous donne mon avis à moi. C'est vraiment un grand respect à toi, Georges, et au plaisir de te revoir sur le terrain, à plaisir ou ailleurs. Voilà. Donc en tout cas, un grand merci de ta part. Merci Fred. Merci Fred. Merci Georges. Merci Brigitte. Alors pour la partie comité, déjà je voulais vous remercier tous d'être présents, hein, c'est compliqué, effectivement, qui aurait imaginé une situation pareille il y a 6 mois. On a vécu une période incroyable, inimaginable. Je vais essayer d'être assez rapide. Voilà, dans le rapport moral, je disais que c'est compliqué de faire des bilans et de se projeter dans l'avenir. Pourtant, on doit le faire. Donc, la première chose que je vous dis, et Georges vous l'a dit, c'est que les instances sont à vos côtés si jamais il y a des difficultés. On a déjà proposé, nous, à notre niveau, une petite aide en votre faveur, donc en proposant de ne pas facturer certaines affiliations et des choses comme ça. Mais voilà, si jamais vous êtes dans la difficulté à la rentrée, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous serons là pour vous aider. Et aussi, l'autre point, moi qui m'est venu à l'esprit pendant ce confinement, parce qu'on a eu le temps de largement réfléchir, je pense qu'on doit tous, avec la période que nous venons de vivre, nous projeter dans l'avenir. Ce que nous avons vécu là, c'est une première, mais est-ce que ça sera une dernière? Je ne suis pas sûr. Donc, je pense qu'on doit vraiment envisager de diversifier nos offres dans nos clubs, parce que si on reste sur le modèle sacro-saint compétitif, malheureusement, je pense qu'on risque d'avoir des gros problèmes si jamais il y a encore des cas de confinement ou des trucs incroyables qu'on n'avait pas imaginé qui arrivent sur nous. On est vraiment, je pense, à la croisée des chemins pour diversifier les offres dans les clubs. Donc, c'est compliqué parce qu'on a tous, moi je suis un exemple type de club qui ont vécu dans la compétition pendant des années, et je pense qu'il faut absolument se projeter dans l'avenir et diversifier nos offres. Il y a des choses proposées par la Fédé, et je pense qu'il faut vraiment essayer dans vos clubs de réfléchir à ces offres pour pouvoir diversifier ce que vous proposez à vos licenciés, parce que à terme, on aura d'autres licenciés que des joueurs de handball dans nos clubs. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai
ma réflexion du confinement, c'est ça. Il faut absolument sortir de l'offre 100% compétitive et proposer autre chose à vos adhérents. Parce que le jour où un confinement arrivera, malheureusement, je pense qu'on ira cette fois-ci vraiment dans le mur. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message. Avant de passer la parole à Pierre-Olivier, là, qui va vous parler des finances, vous avez sans doute été surpris du résultat qui vous a été envoyé entre la réunion club que nous avons fait en mai et le résultat qui vous a été envoyé. Alors, déjà, je vous rassure, il n'y a rien de dramatique et c'est tout à fait conjoncturel. Comme je vous l'avais dit à la réunion, quand on a présenté les comptes, il nous manquait, en fait, on n'avait pas fait le point avec le cabinet comptable et il nous manquait 2 informations importantes. C'était déjà les amortissements que nous n'avions pas dans les comptes. Et on a 12 000 euros d'amortissement. Alors, on est une assoce, donc on amortit le bien de bailli, mais ça ne pèse pas sur notre trésorerie. Donc, on le fait parce que le cabinet comptable nous dit que c'est obligatoire, donc on le fait, mais financièrement, ça ne pèse pas sur notre trésorerie. Et deuxième point important, c'est un effet sur les licences. Alors, c'est un peu, j'ai essayé de vous expliquer le plus clairement possible. En fait, sur une saison sportive, le comité gagne, entre guillemets, sur les licences 130 000 euros. Son fonctionnement, grâce aux licences, c'est 130 000 euros. Mais par le jeu des augmentations de montant de licence d'une saison à l'autre, comme nous, on passe la facture depuis l'année dernière en une seule fois, donc on passe la facture de 245 000 euros en une seule fois. Comptablement, l'augmentation des licences qui est opérée par la Fédé ou la Ligue pèse directement sur la comptabilité, mais elle ne pèse pas sur notre trésorerie. Parce nous, on va vous facturer par tiers, par appel de fonds les licences. Et donc, nous, ça ne va pas peser financièrement sur notre trésorerie, vu que vous allez payer directement l'augmentation. Mais comptablement, ça pèse, parce que dès septembre, on va enregistrer en comptabilité directement la facture entièrement, 245 000 euros, qu'on a eu par exemple l'année dernière. Et cela tient compte des augmentations de la Fédé et de la Ligue. Donc comptablement, ça pèse dans nos comptes, mais ça ne pèse pas sur la trésorerie. Là, par exemple, si vous êtes un peu curieux, si vous regardez la différence sur l'année 2019 entre les ventes et les achats licences, on a 120 000 euros de recettes, entre guillemets, alors que, comme je vous l'ai dit, normalement, sur une saison sportive, c'est 130 000 euros. Donc voilà, je vous devais une explication par rapport à ça, parce que je pense que certains ont dû se poser les questions, mais voilà, je vous explique les raisons. Et il y a d'autres raisons que Pierrot va vous expliquer maintenant, je vais lui laisser la parole. Alors Pierrot, il faut que tu ouvres ton micro. Ouais, je sais. Non, alors donc, c'était déjà très très clair sur... alors je suis désolé. Tiens, faut que ça vienne à ce moment-là, désolé. Donc, oui, donc c'était déjà très clair toutes les explications que tu as données sur le fait qu'en effet, le résultat aujourd'hui du comité qui présente un déficit de 18 000 euros sur l'année n'est en rien un problème structurel, et donc c'est lié à plusieurs effets. L'effet majeur, c'est celui que tu viens de donner, et il y a en effet d'autres choses et je pense notamment à la manière de comptabiliser la formation. C'est-à-dire qu'on a changé en 2020 la manière de comptabiliser les formations, puisque désormais, dans le cadre de l'organisme de formation territorial, nous facturons la Ligue des formations que nous donnons. Et avant, toutes les formations étaient payées en début de formation directement par les apprenants au comité, alors que désormais, on facture la Ligue en fin de formation, une fois que tous les modules sont passés. Ce que ça génère, c'est un décalage de trésorerie, absolument pas un décalage de résultat, et c'est uniquement vrai sur la première année, puisque en gros, toutes les personnes qui ont fait des formations en 2019 sur le début de l'année, donc de janvier à juin, ça a été facturé au moment de l'inscription et donc en question de l'inscription en 2018, et toutes les personnes qui ont fait des formations en 2019 sur la saison 19-20, eh bien, ça a été facturé sur l'année 2020. C'est pour ça que l'année 2019 est une année blanche en termes de revenus de formation, et à partir de la saison prochaine, ce ne sera plus le cas. Donc, ça génère ce décalage de 18 000 euros, mais hormis les deux explications, celle qu'elle vous a donnée
Frédéric tout à l'heure et celle que je viens de vous donner, on serait à un résultat positif supérieur à 4 000 €, si je ne me trompe pas, ou 3 000 € sur l'année, qui pourtant connaît aussi encore quelques travaux à Bailly, sur les travaux d'installation, ou ce genre de choses. Et évidemment, les amortissements qui sont un résultat, je ne vais pas redire ce qu'a dit Frédéric, mais les amortissements qui ne sont que pas une sortie de trésorerie, c'est pas une sortie de cash. Donc aujourd'hui, on est en effet sur un niveau très satisfaisant et notre solidité financière est toujours pérenne. D'autant plus que, comme ce que j'écrivais sur les documents qui vous ont été envoyés, elle s'appuie sur une entité qui n'a pas de dette vis-à-vis d'organismes financiers, qui est propriétaire de ses locaux et qui a des réserves qui serviraient sans aucun problème à couvrir l'intégralité des engagements qu'elle a pris, que ce soit le passif latent des salariés ou autres charges et autres dettes que le comité peut avoir. Donc, en fait, je ne veux pas rentrer trop dans les débats techniques, mais si vous avez des questions, et là, je suis ouvert avec Frédéric à y répondre à toutes, évidemment. Bon. S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote dans ce cas-là. Bien évidemment, les questions peuvent venir aussi après. Ça Ou par le change chat. rien, mais... Exactement. Donc, c'est à vous de travailler. Fabien va vous lancer le. C'est copié. Voilà. Tu peux continuer peut-être? Non? On attend juste un petit peu, on est à 24 réponses, on est pas mal. Ouais, je pense que ça a pris le pli. Là. Ouais, en fait c'était à 0 et d'un seul coup, c'est monté. Je pense qu'il y a le temps de cliquer pour tout le monde. 25, voilà. Bon, on enchaîne. On peut enchaîner. Je ne sais pas si tu donnes le résultat. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Bon, alors, c'est sur 25 votants, c'est 25 pour le rapport moral et 25 pour le rapport financier. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tous. On vous a mis quelques stats là. Vous aviez dans le dossier. Victor, tu veux peut-être les commenter rapidement? Écoute, oui, je veux bien. Ouais. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas pu saluer auparavant. L'évolution du nombre de licenciés qui reste stable, hein, même si on a une légère hausse et une légère hausse de 3% sur les féminines. Ça reste stable. Ça montre, le taux de féminisation reste peu élevé et ça montre que notre stratégie de féminisation et sanctuarisation de la pratique féminine a tout son sens. Donc voilà pour l'ensemble des licenciés du comité. L'idée à terme, c'est, comme le disait Frédéric, hein, je rebondis sur ses propos tout à l'heure, c'est de développer notre nombre de licenciés par le biais des diverses offres de pratique. Alors ça peut se passer au sein du comité, aussi au sein des clubs. On a un projet de développement du beach avec la première édition du Grand Prix des Yvelines en version beach handball qui aura lieu sur la journée du dimanche. Du Grand Prix traditionnel, toujours au même endroit, hein, à Versailles. On a cette chance de pouvoir bénéficier de 2 salles de handball et d'un terrain de beach sur le parvis du gymnase. Donc, on a tous ces projets de développement de manière à tendre vers l'objectif de 10 000 licenciés à l'horizon 2024. Voilà un petit peu pour les projets de développement en termes de nombre de licenciés. Ok. Merci. Il y avait une question? Non, c'est bon. Alors pour les rapports des commissions, ce que je vous propose, c'est on va passer commission par commission. Si jamais vous avez une question par rapport au rapport qui a été envoyé ou une commission au président, donc a priori, je crois qu'ils sont. Ah non, s'il y a que Gaël qui a eu un problème et il a dû emmener sa fille aux urgences ce matin parce que c'est cassé la clavicule. Mais Gaël n'est pas présente, mais sinon les autres présidents sont présents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc il y a la CDA, Damien est présent. Donc la COC, vous savez qu'on a changé de présidente pour la saison prochaine, mais c'est Audrey là, qui a fait le rapport pour la commission. Fabien pour la commission communication et informatique.
Clément pour la commission de discipline. Alors la commission de discipline, je vous en avais parlé à la dernière réunion. On a reçu un mail hier de la Ligue. Donc comme je vous le disais, la Ligue enverra les dossiers, enfin les dates de reprise de suspension à la rentrée. Donc on doit remplir un fichier là et je pense que les mails partiront courant juillet. Laurence pour la commission des réclamations et litiges et Gaël pour la CMCD et statut et règlement. Et la commission technique et développement, c'est Geoffroy qui a fait le rapport. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on passe au vote. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les rapports? Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Donc Fabien, si tu peux envoyer le lien. Fabien, tu nous diras combien? Ouais, là on est à 19 votants. 21, 22. 24. 25. On est à 25, ça bouge plus. Ok, bah, tu peux donner les résultats peut-être? Alors, commission d'arbitrage, 24 pour, 1 contre. Commission la coque, 23 pour, 2 abstentions. Ah, là, je donne un nombre de clubs. Oui, hein, oui. On aura les On donnera, après par voix. on donnera le détail par voix après. Alors, il y a un vote de plus. Mais ça ne change pas. Pour la commission communication informatique, 26 pour. La discipline, 25 pour, 1 contre. La CRL, 25 pour, 1 abstention. Commission des statuts et règlements, 23 pour, 3 abstentions. Et la commission technique, 26 pour. Ok, merci. On va passer à l'examen des vœux. Alors, pour faire simple, comme on en a parlé lors de la réunion club en mai, on avait mis tous les supports sur le site. On avait proposé au club qu'il y avait des questions de revenir vers nous. Certains sont revenus vers nous. Là, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas refaire les débats qu'on a fait la dernière fois. On va relire rapidement les vœux. Et néanmoins, si vous avez quand même une question, on y va, mais le but, c'est pas de refaire la présentation complète qu'on avait faite à la dernière réunion. Moi, c'est juste sur le forfait, j'avais un truc, mais Oui. c'est pas vraiment sur le vœu, en fait, c'était juste pour la mise en place, parce qu'en fait, quand tu dis que c'est 50%, si effectivement les clubs réagissent 48 heures avant, donc le délai de prévenance est suffisamment élevé pour pouvoir s'organiser, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que les fonds, est-ce qu'on pourrait leur verser au club qui a fait l'effort de se déplacer? Enfin, de pas forcément se déplacer, mais en tout cas a fait l'effort, celui en fait qui finalement a été pénalisé, quoi, parce qu'il n'y aura pas eu de match. Je m'explique, par exemple, moi je fais un forfait. Ouais. Je dois accueillir une équipe. Je les préviens 48 heures avant. Pour autant, je trouve que ça serait peut-être bien de leur reverser justement ces fonds-là, plutôt que je ne sais pas où d'ailleurs, parce que je ne sais pas qui les récupère. Il y a un micro d'ouvert. Ça doit être. Oui, ouais, je pense. Donc la question, c'est sur le reversement en fait de ces 50%. En fait. À qui ils vont? Est-ce que ça reste au comité ou pas? Bah, pour l'instant, c'est prévu au comité. Après, on pourra. Bah, là, du coup, c'est pas le vœu aujourd'hui, mais on pourrait y réfléchir pour l'année prochaine, éventuellement. Mais bon, faut réfléchir au truc. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas le vœu de guide financier, c'est un vœu coq plus tard, Nabil. Je suis désolé, mais il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Du coup, on a entendu la moitié de ce que disait Nabil et c'est saccadé. Il faut vraiment couper là. Est-ce que je dois répéter? Fabien, les micros. Ouais, c'est bon, je lui ai coupé. Ça marche. D'accord.
Oui, alors ce que Nabil se demandait, c'était sur le. Mais alors, dans ce cas-là, on pourra en reparler quand on arrivera au vœu, Oui, parce que c'est si tu pas veux, celui-là. Ouais, d'accord, on en parle tout à l'heure. Ok. Frédéric, excuse-moi, c'est Georges là. Oui. 2 secondes. Une information importante, c'est que la fédération a décidé hier en bureau directeur Oui. de faire le franco sur ses droits d'affiliation. Alors, vous savez que l'affiliation fédérale, c'est en principe 176 € qui comprend 3 choses, hein, et notamment l'affiliation pure, l'abonnement, puis je ne sais quoi. Donc, en fait, ça serait la partie de 60-70 € concernant l'affiliation pure qui ne sera pas réclamée cette année. Donc, ça veut dire que la Ligue, au lieu de vous facturer, notamment, puisque traditionnellement, la Ligue est facturée la part fédérale et la part Ligue. Et ensuite, on reverse à la fédération la part fédérale. Et bien donc, ce qui est repris dans le cahier financier des tarifs pour notre Assemblée générale électronique, au niveau des affiliations, bien en gros, l'affiliation fédérale va baisser de 60-70 €, un truc comme ça. On vous le précisera par courriel. Oui, effectivement, j'ai vu passer le message hier. Donc, entre nous, voilà, ce qu'on vous propose là, et la Fédé, en gros, ça vous ferait 400 € de moins par club à la rentrée à payer en affiliation. Donc, pour revenir au vœu, du coup, le premier vœu, donc on en avait parlé, donc c'est une aide là pour la reprise. On propose de ne pas facturer l'affiliation, la gestion Internet et la participation des clubs à l'arbitrage. Donc ça, c'est le premier vœu. Et le deuxième vœu, c'est sur la modification des tarifs AJ-AJ. Alors, je ne sais pas si Victor, tu peux en parler rapidement, mais bon, vite fait. Hein, Oui, alors en fait, on avait un forfait qui était très déséquilibré par rapport à ce qui peut se faire au niveau ligue et au niveau des autres comités, parce qu'on avait des personnes qui se chargeaient des suivis, qui avaient des bons niveaux de formation. L'idée, c'est de pouvoir proposer différents niveaux de forfait en fonction du niveau de formation des AJ-AJ, de manière à pouvoir s'appuyer à moindre dépense sur un plus grand nombre d'acteurs sur les accompagnements d'arbitres. Donc voilà, un forfait qui sera donc progressif. Également, on avait sur le forfait en lui-même, on n'avait qu'un seul forfait qui était le même, quel que soit le temps de jeu. Donc, que l'accompagnateur fasse un match de 3x11 ou un match de 2x30, le forfait était identique. Donc, pareil, il y a une progressivité qui est instaurée en fonction des temps de jeu. Voilà, donc bon, de toute façon, ça a été présenté sur le. Je vous ai passé les différents tarifs, mais c'était dans le support de l'AJ. Donc, je vous propose de passer au vote pour. Sauf si vous avez des questions, hein, mais sinon, je propose que Fabien envoie le lien pour voter là, pour ces deux vœux. Fabien, tu nous dis où on en est? Oui, parce que je suis sur plein de fenêtres. Ah, pardon, excuse-moi. 5, là, là. Tac. Fred, tu peux juste remettre le slide, tu sais, pour les gratuités? Parce que je fais un compte rendu en même temps, moi, donc du coup, je récupère quelques Ah, copies. après. Non, mais je sais, on l'aura après, mais peu importe. Ouais, on va porter. C'est histoire que je balance ça avant de partir en week-end. Et donc, ce que disait Georges, là, c'est que tu peux rajouter l'affiliation fédérale. Je l'ai fait, ça. Je l'ai fait, mais Voilà. je n'ai pas de slide, mais je l'ai fait. C'est pas un problème. Merci beaucoup. C'est bon. Attention, hein, c'est juste 60 ou 70 €. 70 Hein, c'est pas la totalité. Ouais. Ah, bon, on se doutait bien. J'ai 27 votants. Bon, on est bon alors. Tu Donc, peux donner les résultats? Ouais. 27 pour la gratuité de l'affiliation et 25 pour, 1 contre, 1 abstention pour la modification tarif AJ-AJ. Ok, merci à tous. On va passer au vœu de la CDA. Donc, Damien, je crois qu'il est connecté. La dernière fois, il n'était pas là. Donc, peut-être que tu peux présenter vite fait. C'est toi qui avais présenté ce vœu. Donc, tu peux peut-être lui en parler. Ok, je viens d'activer le micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, sur un vœu, par rapport aux accompagnements, on manque un peu de ressources au sein du territoire. Donc, et on a vu qu'il y avait énormément d'arbitres T2 qui venaient arbitrer.
Donc, on a beaucoup de matchs du département qui sont tenus par des arbitres de ligue. Alors, c'est bien, ça rend service, mais c'est, comme je dirais, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Et nous, on a besoin derrière de ressources pour former et pour accompagner les arbitres, soit qui débutent, qui ont fait les formations, on va dire la formation initiale, soit des arbitres un peu plus vieux en carte, mais qui sont laissés un peu seuls et qui peuvent pas, à qui on n'aide pas pour progresser. Donc, avec toutes ces choses, ce que on a proposé, c'est que des arbitres JAT2, donc qui dépendent de la ligue, ont un quota de 5 matchs, et une fois qu'ils ont fait 5 matchs au sein du territoire du comité, s'ils veulent pouvoir de nouveau arbitrer chez nous, ils devront faire un accompagnement sur un des arbitres du territoire pour les aider à se former, pour renouveler le nombre d'arbitres. Voilà. Donc ça, s'il s'agit du premier vœu, et le deuxième vœu que tu avais proposé, c'était celui-ci. Voilà. Donc c'est le blocage des indemnités en l'absence de rapport, c'est-à-dire que à l'issue des rencontres, quand il y a des réclamations, des problèmes sur des rapports de résine qui doivent être fournis suite aux dernières modifications qui ont été mises en place sur la saison 2019-2020, ou s'il y a un carton rouge avec rapport et que l'arbitre ne fait pas on va dire sa tâche administrative à l'issue de la rencontre, et que je suis obligé de le relancer, ou la commission de discipline, ou la COC pour la résine, tant que l'arbitre n'a pas fait sa tâche administrative, son indemnité de rencontre est bloquée dans Eurecia et il ne sera pas indemnisé. En sachant que ça, c'est la première étape, puisque après, dans les statuts et les règlements, si malgré les diverses relances, l'arbitre ne fournit pas ses rapports, il peut être convoqué en commission de discipline. Mais ça, c'est l'étape suivante, mais qui est déjà prévue dans les statuts et les règlements. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je vous propose de passer au vote. Fabien, si tu peux envoyer le lien. J'en profite là, comme Damien a parlé. Je voulais juste vous dire franchement, je pense qu'on avait de la chance de l'avoir avec nous pendant ce mandat-là. Il a des changements dans sa vie privée qui certainement l'empêcheront de continuer à nous aider sur les îles, mais en tout cas, Damien, je sais pas, on n'a pas eu le temps de prendre un café jeudi, mais je suis passé pour te voir, mais je t'ai pas vu. J'espère encore pouvoir te convaincre, mais en tout cas, un grand merci pour ton aide, en tout cas pour tout ce que tu as fait pendant le mandat. Voilà, je pense que c'était une très bonne chose que tu viennes nous aider au comité. En tout cas, voilà, je voulais te le dire devant tout le monde. Merci, Fred. Fabien, tu nous dis quand c'est. Il n'y a pas de. J'ai copié le lien, mais j'ai pas de vote pour le moment. Donc allez-y. Vous pouvez voter. Il y en a qui ont voté ou vous avez des soucis? Ah ouais, moi j'ai voté. Hein. J'ai voté et ça m'a confirmé. Moi j'ai voté, ça a confirmé aussi. Alors j'ai un souci, j'ai pas de. Idem. J'espère que j'ai mis le bon lien. Alors, c'était bien marqué VCDA. Hein. Oui, c'est bien ça. Bien le 6. Bon, alors. C'était les bonnes questions, si ça peut te rassurer. Ouais. Ah oui, ça y est, c'est bon. C'était un problème de rafraîchissement. 26 votants. Ok. Donc, accompagnement obligatoire tous les 5 matchs, 22 pour, 2 abstentions, 2 contre. Et blocage d'indemnité en cas d'absence de rapport, 24 pour, 1 contre, 1 abstention. Alors, merci à tous pour vos votes. Pour la COC, alors pour vous expliquer, on a scindé les votes en trois blocs. Le premier bloc, c'est les votes qui nous paraissaient, qu'on les a présentés à la réunion club, où il n'y a pas eu trop de discussion, on pense que tout le monde était OK sur l'organisation.
Le deuxième bloc, c'est le vote sur les conditions de repêchage, parce qu'on l'a revu après la réunion. On en a rediscuté entre nous avec le CA, enfin BD et CA, et la commission. Et le dernier vote où il y avait beaucoup de discussions, c'était sur la Coupe des Yvelines. Donc on va faire ça en 3 phases. Donc on va d'abord commencer par le premier bloc, là où il y a plusieurs votes. Bon, je vais aller rapidement, hein, parce qu'il y a, bien entendu, on n'a pas remis toutes les explications qu'il y avait à la réunion club, plus dans le dossier. Donc néanmoins, hein, si vous avez des questions, allez-y. La mise en place d'un classement coq jeune, pour plus de clarté et de simplification. Donc vous avez les modalités. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Non, c'est bon. Donc vous avez les modalités. Je ne sais pas si quelqu'un a ouvert son micro ou si quelqu'un veut parler. Non, c'est que ça résonnait quand tu parles. D'accord. Donc voilà, les modalités classement jeune. Donc ça, c'est le premier vote. Donc vous aurez là, dans le lien que vous allez avoir, vous aurez plusieurs votes. Hein. Donc ça, c'est le premier vote que vous aurez. Le deuxième vote porte sur la suppression des têtes de série, sur les délayages régions jeunes, qui avait été mis en place il y a 2-3 ans. Bon, ça avait bien marché la première année, mais l'année dernière, ça portait un peu à polémique, donc on préfère le retirer. Alors, vous allez avoir les deux types de compétitions. La mise en place des compétitions pour la saison 2021-2022 hors Covid. Donc là, c'est les compétitions qu'on mettra en place l'année prochaine de façon traditionnelle. Donc je vous ai remis les différents blocs là, de compétition, mais vous l'aviez dans le dossier, hein, donc c'est pour info, on vous les remet. Et tout à l'heure, vous aurez le vote spécial Covid, donc l'aménagement des compétitions en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. On verra en espérant qu'en septembre tout se passe bien, mais bon, on n'est pas à l'abri malheureusement d'une deuxième vague à la rentrée. Hein. Donc là, bon, on a remis tous les tableaux, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc ça sera un autre vœu. Ensuite, le vœu lié au U11, à la catégorie U11, avec l'encadrement de la mixité. Donc on a mis à jour par rapport aux discussions qu'on avait eues lors de la réunion club, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas la mixité jusqu'au 31 décembre, et après, sur accord du BD, demande au comité et accord du BD de la commission, on envisagera les différents cas proposés. Donc ça figurera comme ça dans les classements. Un autre vœu, c'est l'encadrement des regroupements au niveau départemental. Donc on vous a expliqué les différents cas de figure qu'on a eu cette année et qu'on voulait encadrer parce que ce n'était pas clairement défini dans nos textes. Donc bon, vous avez toutes les explications ici et puis dans la présentation de l'AG. Il y a un vœu, alors le vœu coq qui est rattaché à, la coque, mais bon, qui relève de Ressia, on en a parlé là, c'est le paiement des factures envoyées au club. On a eu le cas cette année où Audrey est obligée de relancer les clubs, donc on trouve ça pas trop normal parce que on trouve que c'est un service que les gens apprécient, que les clubs apprécient, et donc on trouve que c'est bien qu'aussi qu'en retour les clubs fassent le nécessaire pour payer rapidement. Pour info, là entre la réunion club et aujourd'hui, il y a eu 3 clubs qui ont demandé à être prélevés, donc ça a été mis en place. Là, il n'y avait pas de facture pour eux sur la toute dernière facturation, il n'y a pas de facture pour ces clubs-là, mais à la rentrée, donc ils seront prélevés automatiquement. Alors je sais que Villepro m'a fait un mail, mais j'ai pas eu de réponse après, donc je sais pas si elle est là. Mais en tout cas, je sais que tu m'avais demandé, mais après, j'ai pas eu de suite. Donc, si jamais c'est un oubli, tu peux toujours envoyer. On peut s'en occuper pendant l'été, il n'y a pas de problème. Le vœu dont tu as parlé, Nabil, là, c'est le forfait isolé. Donc, moi, Nabil, ce que je propose, c'est, comme ce n'est pas prévu là, dans le cadre de notre AG, on peut se le noter pour l'année prochaine, on faire un vœu et puis y réfléchir en cours de saison, voir comment attribuer ces fonds. Après, l'idée généralement, quand on met un forfait, c'est parce que ça cause du. En fait, là, il n'est pas indiqué à qui il est l'attribuer. Si, c'est au comité, forcément. C'est au comité. Non, mais c'est l'avantage, c'est que justement, comme c'est ouvert, l'avantage, c'est qu'on peut dire où on veut le mettre. C'était ça l'idée, c'était de dire, en fait, on peut tout de suite voter dessus, sachant que c'est juste une question de se dire à qui va aller. Non, mais par défaut, les amendes qu'on met, c'est forcément payé au comité. Oui. Et en fait, l'idée des amendes, hein, c'est simplement pourquoi on met des amendes, c'est parce qu'en fait, ça procure du travail supplémentaire au secrétaire. Donc, du coup, c'est une charge de travail supplémentaire. C'est pour ça que les amendes existent. Hein. En fait, là, l'idée, moi, c'était de dire, voilà, comme en plus, souvent, ça fait des psychodrames chez les jeunes.
Quand on leur annonce, même 48 heures avant, hein, qu'ils n'auront pas leur tournoi parce que l'équipe va pas venir, ou voilà. Moi, je trouvais que c'était plutôt intéressant, justement, de garder ces fonds pour peut-être, au moins compenser par un goûter ou en tout cas quelque chose qui pourrait effectivement faire que ça ferait moins dur pour eux, quoi, moins sévère. D'accord. Voilà. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se le note pour l'année prochaine. On se note là dans le compte rendu de l'AG. On se le note pour réfléchir à ça la saison prochaine. Ça te va comme ça? Écoute, il n'y a pas le choix. Ouais, Donc ça me va forcément. ça marche. Ça marche. L'autre vœu coq, là je vous en ai parlé en fait. Donc il y a le premier vœu sur les aménagements, enfin les compétitions, ça sera mis en place saison 2021-2022. Et ça c'est vraiment l'aménagement des compétitions pour la rentrée de septembre. Donc on vous a expliqué le contexte, hein, c'est que en fait on n'a rien imaginé, on a fait comme la Fédé et la Ligue, c'est-à-dire que les poules, par exemple en senior, on va faire 2 poules de 6. On va essayer de faire 10 dates dans la saison et en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, si on a une, on verra, on aménagera la fin des championnats en fonction des dates qui nous resteront dans le calendrier. Et de la même façon, en jeunes, on a adapté les compétitions pour essayer de s'adapter à la reprise. Alors, je ne sais pas si Victor l'a mis là, mais la date de reprise, on se calera sur ce qu'a fait la Ligue, la Fédé et la Ligue. Hein, je crois que de mémoire, c'est le 27 septembre. Donc, ouais, c'est entre le 27 et le 11 octobre pour nous. Et globalement, il faut retenir 4 octobre. Hein, voilà, donc les infos coq, la commission a bossé là toute la semaine, ça sera diffusé la semaine prochaine. Vous aurez toutes les infos la semaine prochaine. Donc voilà, donc vous aurez 2 votes sur les compètes, un sur le compète normal, je dirais, et un sur les compètes Covid. De la même manière, on a remis la présentation, mais bon, vous avez vu sur la dernière réunion club et sur le support de l'AG. Je passe rapidement, sauf si vous avez des questions sur la présentation. Il y a une remarque du CAMV. Ouais. Je sais pas si tu veux. Alors, il reste la problématique de l'entraînement unique le vendredi et match le week-end. C'est très court comme délai. Je suppose que c'était par rapport au forfait. Ah oui, mais c'est 48 heures avant. Donc, par exemple, Ah oui, entraînement unique. Oui. Ouais. Pour le forfait, tu veux dire? Ouais. Je pense que c'est ça. J'ai vu la question un peu tard. Je pense que c'était ça. Je sais pas si le CAMV veut activer son micro pour développer si besoin. Oui, bonjour, Christophe à l'appareil. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Donc oui, effectivement, moi j'ai un entraînement le vendredi, qui se termine à 20h. J'ai les informations de mes filles, globalement le vendredi pour le week-end. Et c'est vrai que, alors jusqu'à présent, ça s'est pas passé, hein, j'ai pas eu spécialement de forfait, mais ça laisse pas beaucoup de temps entre 20h le vendredi soir pour déclarer un forfait. Ouais, mais je suis OK, mais c'est une amélioration par rapport à la situation actuelle. C'est que là, nous, on propose de diminuer l'amende si on prévient avant, alors qu'avant, ça n'existait pas, quoi qu'il arrive. Enfin, je pense pas que ça soit. Puis, si je peux me permettre, moi, pour les petits, moi, c'est le samedi. Donc, ça veut dire que c'est le samedi pour le samedi d'après. Donc, c'est encore pire, au final. Puisque, en fait, l'idée, c'est une semaine avant, tu dois savoir logiquement si tu as des personnes pour faire le match du week-end d'après. En théorie, oui, mais sur les petites catégories, c'est compliqué. Ouais, je sais. Et c'est bon. Après, je dirais qu'on est au même niveau et c'est vrai que c'est compliqué. Après, nous, dans l'idée, c'était surtout de dire, même pour les matchs du dimanche, ça permet au moins de prévenir le vendredi quand le comité est ouvert et qu'on puisse gérer avant que tout soit fermé. Ouais, mais ça, c'est vrai que le cas du vendredi soir et du samedi matin, c'est compliqué. Ça reste. C'était juste à titre d'information. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la première partie des vœux coq? Ou dans ce cas-là, sinon, Fabien lance le lien. Ouais. On y va? Oui. Enfin, sauf s'il y a des questions, mais je. Alors. Ça va être un peu plus long, il y a plus de questions. Ouais. Alors du coup, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit au sujet des forfaits. Il va y avoir MyCoach à la rentrée et je pense que ce sera un excellent outil de communication de manière à pouvoir gérer les effectifs en match. Et voilà, j'ai bon espoir pour que tout le monde puisse faire ses effectifs bien avant 48 heures avant la rencontre.
20 votes pour le moment. Ça augmente. « 23. Bouge plus. 25. Je me serais jamais vu commentateur de vote, hein, mais... Bon, 25 votes, les résultats. Alors, le vœu 5, classement des équipes jeunes, alors 26 votes. Alors, 23 pour, 2 contre, 1 abstention. Attends, 27. Ça va s'arrêter, je pense. Donc, le vœu 5, 24 pour, 2 contre, 1 abstention. Le vœu 6, suppression des têtes de série pour les délayages région jeunes, 25 pour, 2 contre. Le vœu 7, compétition jeune, formule prédéfinie à compter de la saison 2021-2022, 24 pour, 3 abstentions. Le vœu 8, encadrement de la mixité en U11, 24 pour, 1 contre, 1 abstention. Encadrement des regroupements temporaires, 24 pour, 3 abstentions. Règlement des JA et JAJ et refacturation au club, 25 pour, 2 contre. Forfait isolé, 27 pour. Aménagement des compétitions en fonction de l'évolution sanitaire, 27 pour. Ok. Et merci à tous. Alors, on va passer sur le vœu suivant. Alors, pourquoi on l'a mis à part? Parce que lors de la réunion club, c'est le club de Vernouillet qui nous avait dit, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer aussi de repêcher en premier le club descendant? Donc, alors, pour vous expliquer, pour bien qu'on soit clair sur ce cas-là, vous avez des grilles officielles de montée-descente. Je vais vous les mettre là. Ça, c'est les grilles actuellement qui sont sur le comité. Des grilles officielles qui définissent les accessions et les descentes. Mais en cas de repêchage, donc les repêchages, c'est par exemple si un club fait forfait ou qu'il y a une convention qui se crée, on est dans une situation de repêchage, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher une montée ou une descente qui n'est pas prévue. Et dans nos textes, il n'y a rien de prévu. Donc jusqu'à présent, ça se faisait, c'est la commission qui statuait, mais bon, ça peut porter, voilà, on peut s'interroger parce que voilà, la commission peut prendre une décision qui n'est pas forcément tout le temps la même. Donc, on voulait légiférer et encadrer ça. Et lors de la réunion, nous, dans le premier vœu, on a proposé de repêcher le premier non accédant, et ensuite le deuxième le premier descendant. Mais actuellement, dans nos grilles, en fait, on n'a qu'une descente par division. C'est-à-dire que dans le cas, et là, ça arrive assez régulièrement les dernières années, dans le cas où il y a un repêchage, d'office, le dernier de la poule ne descendrait pas si on prenait dans ce sens-là. Donc, on s'est dit, la question de Vernouillet est intéressante, mais il faut, dans ce cas-là, adapter les grilles. Donc, pour être clair, la grille actuelle, c'est celle-là. Donc, on avait une descente et 3 montées. Et en cas de repêchage, on irait d'abord repêcher le premier non-accédant, donc le 4e de la poule en dessous, et en deuxième, le premier descendant de la poule au-dessus. Par contre, si on va chercher si on va chercher le premier descendant, il paraît logique de mettre 2 descentes, parce que je vous dis, les dernières années, là, je crois que c'est arrivé 2 fois, une fois cette année, une fois la saison dernière, donc je ne sais pas, il y a 3 ans, mais en tout cas, c'est arrivé les 2 dernières saisons. En fait, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu de descente du tout de première div. Donc nous, il nous paraissait intéressant de scinder le vœu en 2, de vous proposer le choix. Soit on reste sur les grilles actuelles, donc je vous remontre. On reste sur les grilles actuelles, donc une descente dans les poules et 3 montées. Et en cas de repêchage, on va d'abord chercher le premier non-accédant et en deuxième, le premier descendant. Ou alors, si on vote on modifie les grilles, on passe à 2 descentes par division et 4 montées. Et dans ce cas-là, on va repêcher d'abord le premier descendant et après le 5e non-accédant, enfin le premier non-accédant. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Parce que dans le vœu là que vous allez avoir, vous aurez le choix entre les 2 possibilités. Donc soit rester à la situation actuelle et on repêche le premier non-accédant, soit on modifie les grilles et on fait 2 descentes par poule et on va repêcher en premier le premier descendant. Ça vous paraît clair?
pour tout le monde? Si c'est OK, je propose de passer au vote. Pas de questions? Bon, écoutez, dans ce cas-là, si ça paraît clair, on y va. Donc, vous allez avoir sur le lien que va vous envoyer Fabien, donc vous aurez bien le premier choix, c'est on reste sur les grilles actuelles et en cas de repêchage, on va chercher le premier non-accédant. Ou vous avez le deuxième choix, c'est on choisit de modifier les grilles à partir de la saison 2020-2021. Donc, on fait descendre les 2 derniers par division et en cas de repêchage, on va chercher d'abord le premier qui descend. Tu envoies le lien, Fabien? Ça y est, c'est fait. Il y en a 2 qui ont déjà répondu. On est à 21 votes. « 24 votes. Alors là, alors attends, 25. Comme c'est très proche, je vais faire en fonction du nombre de votes de voix. Ah oui. Est-ce que tout le monde a voté? Je suis à 25, je crois qu'on était à 27 tout à l'heure. Il y a peut-être 2 clubs qui n'ont pas voté. Oui, si c'est serré, c'est important que tout le monde vote. Toujours 26. Pour rapprocher en plus. C'est encore plus proche, donc peut-être le dernier. Bon, 26, on reste sur 26. Allez, je pourrais refaire l'extraction. Ouvrir. Ouais, au pire, ce qu'on disait, c'est qu'on va clôturer à la fin de les liens à la fin de l'AG. Donc, si jamais ça a évolué, on vous enverra, si vraiment c'est super serré là, on vous enverra les résultats. Donc là, en nombre de clubs, c'est serré, mais après, en nombre de voix, c'est pas sûr. Et en plus, si ça reste pareil. On est toujours à 26, oui. Alors, donc sur les 26 clubs, on a 65 voix pour le choix 1 et 88 voix pour le choix 2. Donc c'est le choix 2. Ok, ça marche. Pour 57%. Ok, très bien. On passe au... Alors normalement, je crois que c'est le dernier Vocoq. Ça, c'est le vœu sur la Coupe des Yvelines. C'est un vœu qui a été... on a beaucoup échangé au BD, après en CA, et puis avec vous-même à la Réunion Club. Donc l'idée, c'était de dire, on a l'impression qu'on perd un peu la notion de club en compétition jeune sur la Coupe des Yvelines, parce que c'est beaucoup de conventions qui arrivent finalement en finale. Et l'idée, c'était de redonner sa place plutôt au club, et dans ce cas-là, de retirer les conventions, le convention en Coupe des Yvelines jeunes, et de ce fait-là aussi retirer le handicap, parce que forcément, il y aurait des clubs qui ne seraient pas forcément identifiés par rapport à leur niveau d'évolution. Le sujet n'est pas le même en garçon et en fille, donc on propose 2 votes séparés, garçon-fille. Là, donc, dans le lien qui va être envoyé, vous pourrez voter différemment en garçon et fille. La problématique n'est pas forcément la même. Autant en garçon, il y a beaucoup d'équipes, autant en fille, parfois, c'est compliqué de séparer des conventions. Donc, voilà, après, c'est à vous de faire le choix. Et par rapport à ce vote-là, vraiment, comme c'était partagé, on souhaitait que ce soit les clubs qui se prononcent sur ce vœu. Et voilà, donc c'est à vous de parler maintenant, sauf si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions. Oui, j'ai une question, moi, du club de Trappes. Une fille qui serait 1 ou 2 dans une convention, 1 ou 2 d'un club, du coup, ne pourrait pas faire la Coupe des Yvelines, ne pourrait pas jouer, il n'y aura pas de possibilité pour elle. Si, pourquoi? Elle descendrait dans son club. Non, ah oui, une ou deux filles isolées, tu veux dire? Il n'y a que 2 filles qui sont dans une convention et il n'y a pas d'équipe dans le club. Bah, malheureusement. Elles ne peuvent pas jouer la Coupe des Yvelines. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est la problématique qu'on avait sur les filles. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 2 votes séparés, parce que la problématique n'est pas la même en garçon et en fille, c'est sûr. Ouais, c'est tout à fait ça. Bonjour Fred, c'est Loire. Ouais. Dans le cas d'une convention garçon moins de 15, par exemple,
Oui. Si dans la convention, si on fait la convention parce qu'on n'a pas assez de joueurs dans cette catégorie, aucun des clubs ne peut s'inscrire. Bah oui, malheureusement, c'est ça, c'est un peu l'idée, mais voilà, parce qu'après, les clubs peuvent jouer en championnat, mais enfin, l'idée, c'était vraiment redonner, il y a 2-3 ans, là, quand on a mis Challenge en place, l'idée, c'était de faire vraiment de la Coupe des Unes une fête, et on pense que c'est une fête de club. Donc, les conventions, c'est, enfin, voilà, la position qu'on disait, c'était plutôt convention, c'est pour avoir un projet commun pour évoluer au plus haut niveau possible en championnat. La coupe, c'est une fête départementale, plutôt une fête club. Voilà, donc c'était l'idée. Après, voilà, je vous dis, on a eu beaucoup de discussions je suis bien d'accord. sur ça. Parfois, les conventions, ça sert surtout à faire jouer des enfants. Oui, mais en championnat, là, la coupe est différente. Ils peuvent jouer en championnat. L'idée, c'était vraiment l'idée, c'est pas de supprimer en championnat. Donc, uniquement en coupe, uniquement en coupe. Donc, si on s'inscrit, enfin, si on pouvait s'inscrire en coupe, ce serait au nom du Célois, quoi. Tout à fait, ouais. Et que des joueurs du Célois. Tout à fait, ouais. D'accord, merci. Après, je pense qu'il faut penser qu'il peut y avoir les ententes temporaires, elles ne sont pas exclues. C'est les conventions. Si, les ententes temporaires, elles sont exclues aussi. Alors, il faudrait le préciser, convention et entente. Ouais, mais enfin après, ouais. Parce que l'entente temporaire, normalement, tu fais ton entente en début de saison quand tu as passé de joueurs, donc tu n'es pas censé t'inscrire en coupe, mais bon, je sais pas. Bon, mais ça, voilà. Mais c'est vrai, on pourrait se le rajouter, mais bon, on ne l'a pas prévu là. Donc s'il y a des petits malins qui veulent le faire à rentrée, ils peuvent le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le vœu? Bon, écoutez, je propose dans ce cas-là de passer au vote. On y va? C'est parti. « 24 votants. « 26. Alors, je vais faire pareil, parce que pour les féminines, c'est proche. Je pense pas que ça change les voix, mais je vais quand même prendre les voix. Donc, juste 2 minutes. Et donc, le résultat... Pour le vœu, alors le 1, c'est quoi? C'est les féminines. Non, le 1, c'est les garçons normalement, non? 13A, c'est féminine que... Ah pardon, ok. C'est pas ça? Bah, moi, c'est ce que j'ai dans mon formulaire. Hein. Ah bah, j'espère que les clubs ne sont pas trompés. Non, bah, je pense parce que c'est celui qui est le plus proche, donc je pense que c'est bien ça. Donc alors il y a 26 votants, donc il y a 47 voix pour et 92 voix contre. Donc c'est contre. Ok, d'accord. 6%. Et pour les garçons, c'est 87 voix pour et 47 voix contre. Donc 64% pour. D'accord, bon, on a bien fait de faire 2 votes. Il y a un 27e vœu qui vient d'arriver, mais je pense pas que ça change. Ça rapprochera pour les féminines, mais je pense pas, parce que il y a quand même beaucoup d'écart entre les deux en nombre de voix. Donc ça reste comme ça. C'est juste un peu plus proche pour les féminines. Ok. Bon, merci à tous. Alors, on a fini la partie vote des vœux. Il y a je crois que le dernier vote qui reste, c'est le budget, mais dans 2-3 slides, je crois. Peut-être Victor, tu veux parler sur. On a eu des infos, vous les avez eu aussi sur les reprises de l'activité. Peut-être que Victor, tu veux parler? Bah oui, écoute, on a tous reçu l'info en tant que licencié. Il y a eu une communication qui a été faite par la Fédé qui nous informe que globalement, on peut reprendre sans trop de restrictions. Là où on était limité à 10, on ne l'est plus. Là où on était limité aux espaces extérieurs, on ne l'est plus. Là où le port de masque était obligatoire pour les encadrants arbitres, il est conseillé. Voilà, on voit que ceci reprend son chemin, en espérant que d'ici septembre, tout soit réouvert sans perspective.
Voilà, néanmoins, il convient de conserver certaines précautions comme le nettoyage des ballons, le nettoyage de certaines surfaces, etc. Et après, forcément, je pense que dans vos communes, forcément, c'est elles qui vont vous autoriser ou pas à la reprise dans vos salles. Donc, je pense que, je ne sais pas si, après un moment, j'ai vu des communes qui n'avaient pas autorisé, d'autres qui avaient autorisé. Donc, évidemment, c'est pas la même situation suivant les clubs. Bonjour, enfin, c'est loi encore. Ouais. Alors, il y avait deux mains levées d'abord, monsieur Célois. Ah, pardon, excusez-moi, désolé. Christophe, je t'écoute. Le petit souci, là, c'est que tous nos adhérents ont reçu cette communication. Là. Ils réclament tous l'ouverture des salles, mais nous, je vois notre mairie a décidé, pour des raisons sanitaires, de ne pas ouvrir les salles avant le 1er juillet, sachant qu'à partir du 1er juillet, les salles sont fermées. Quoi. Ils ne prennent pas de risques. Alors, il y a des fois un décalage entre la communication qui est faite par la Ligue et nos mairies qui ne veulent pas, comme c'est des nouvelles, enfin, ça vient de changer, là, les gens ne veulent pas prendre de risques. Quoi. Alors, je veux pas défendre la Ligue, mais c'est la Fédé qui envoie les infos. Ça part directement de la Fédé. Et je sais qu'on a fait une réunion avec la Ligue là, pour faire un point sur les clubs. Il y avait de mémoire Triel, Mantes, Triel, Mantes et je ne sais plus quel club. Oui, Triel et Mantes. Et effectivement, les clubs se sont plaints de ça. C'est-à-dire qu'on envoie les infos directement aux licenciés sans passer par les clubs et c'est vrai que ça pose problème. On avait demandé à c'était Dominique Verdon et Nathalie Lassalle qui étaient présentes, de faire remonter l'information à la Fédé. Et malheureusement, a priori, ça n'a pas été fait parce qu'on comprend que ça soit gênant pour les clubs que la Fédé envoie directement aux licenciés en disant que le handball reprend et que vos communes vous disent non. Donc, je ne sais pas si Georges pourrait refaire monter l'information également, mais c'est vrai que ça peut poser problème au club. Hein. Moi, je comprends que vous soyez embêtés. Ça, si tu veux, c'est un élément. Donc moi depuis des années, au niveau des présidents de ligue, c'est un truc. On se bat avec la fédération pour ça, pour faire comprendre que les informations doivent d'abord passer par les responsables et les employeurs, que sont les présidents de club, les présidents de ligue, les présidents de comité. Et la difficulté, c'est que les messages, c'est pourtant quasiment inscrit même dans les règlements fédéraux. Mais bon, après, il y a la pratique et il y a aussi des collaborateurs de la Fédé qui font pas toujours ce qu'on leur demande. Enfin, c'est un combat qu'on mène en permanence pour faire comprendre qu'effectivement, il y a un responsable dans un club, c'est le président ou la présidente. Voilà, bon, il doit être informé forcément, prioritairement. C'est le même combat que l'on mène, même des fois au niveau de la Ligue avec nos collègues et collaborateurs, pour leur dire que quand vous voulez mobiliser une personne d'un comité, eh bien, informer prioritairement le président du comité. Et ça, c'est un truc qui est récurrent, mais oui, voilà. Faut toujours insister, rabâcher le truc. Pourtant, c'est pas compliqué parce que maintenant, à l'ère des courriels, il suffit d'avoir un carnet d'adresse préparé et puis il suffit de cliquer. Hein. C'est pas compliqué quand même. Enfin bref, voilà. Du coup, il y avait des questions, tu disais, Fabien ? Oui, il y avait Christophe qui avait levé la main en priorité. Christophe, à toi, on t'écoute. Oui, je vous remercie. En fait, concernant Montigny-Bretonneux, sur ce qui est des reprises, bien que effectivement le ministère de la Jeunesse et Sport nous a permis en fait de pouvoir reprendre et que la Fédération française a fait un message, en tout cas en ce qui concerne notre commune, il est clair que les entraînements ne pourront reprendre pas avant le 17 août. C'est juste en fait pour une histoire de coût. Car si on estime qu'on utilise un gymnase, on utilise des vestiaires. Et au regard de ça, aujourd'hui, la situation, on demande aussi aux communes de désinfecter les vestiaires après chaque passage. Donc aujourd'hui, le coût reste assez excessif. Et à ce titre-là, en fait, pour nous concernant, on ne pourra reprendre qu'à compter du 17 août. Donc alors, voilà, donc il faudrait qu'il... Là, dans la reprise actuelle, Christophe, les vestiaires sont fermés. Il n'y a pas d'accès aux vestiaires. Ça fait partie des préconisations. C'est même une obligation pour le coup. Ouais, mais ça reste quand même compliqué de ne pas pouvoir faire de vestiaire, de ne pas pouvoir se doucher. Bon, bref. Bien sûr, oui. Après, voilà, il appartient à chacun de... Surtout sur le secteur féminin, de ne pas pouvoir avoir de toilettes et tout ça, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, c'est fermé jusqu'au 17 août. Et il y avait une autre intervention, non ? Ouais, de Triel. Oui, non, mais c'était pour redire ce que vous avez dit avant sur le fait d'informer les clubs en amont. Je pense que même, ne serait-ce que 24 heures, c'est quand même hyper désagréable d'avoir des licenciés qui te préviennent avant que tu aies eu le temps de lire le mail.
sur les reprises, mais voilà, je crois que tout le monde en est conscient, donc inutile d'insister. Ouais. Bon, enfin, Georges dit qu'on insiste, on le dit, mais bon, on va essayer de refaire monter l'information. Moi, je peux essayer d'envoyer un mail à la Fédé également pour inciter là-dessus. Je le ferai après l'AG si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Il y a HR qui lève la main aussi. Ouais. Oui. Vas-y. Moi, je voulais intervenir aussi par rapport à la réouverture ou non des installations. On a effectivement tous reçu, pas tous nos licenciés ont reçu le mail, donc même remarque Triel ou d'autres, qui nous met nous en porte-à-faux parce que la ville a décidé de ne pas réouvrir. Pour la simple raison que sur le protocole du ministère de la Santé et des Sports, là, en fait, il y a une ambiguïté. Il est marqué que la pratique ne peut pas être reprise dans les espaces publics. Or, les équipements sportifs sont des espaces publics à plus de 10 licenciés. Et du coup, nous, la ville ne veut pas nous réouvrir les installations parce qu'elle ne veut pas qu'on remette les équipes dans les gymnases, tout simplement. Mais c'est cet article-là de 10 licenciés qui pose problème. Donc, je ne sais pas comment on peut, dans certaines villes, ouvrir alors qu'on a un protocole et dans d'autres villes, nous bloquer, quoi. Peut-être que les gens lisent différemment. Après, il y a la DDS qui va parler, il y a Luc Miseret qui va parler, peut-être qu'il nous expliquera un peu ce point-là. Là. Il va se connecter tout à l'heure, donc peut-être que... Mais je pense qu'il ne peut pas parler là. Luc, je ne pense pas que tu puisses parler là. Au nom de la... Ouais, il doit intervenir tout à l'heure. En fait, il a un problème de connexion, donc il va parler je vais l'appeler au portable pour qu'il parle. Un petit peu sur ce point, parce que c'est vrai je pense qu'on est tous un peu dans le flou et voilà. Après, nous, la municipalité se positionne en disant il y a un protocole qui nous est annoncé, on demande à le respecter. Donc, si on vous ouvre, en gros, ce sera pour 10 maxi, quoi. D'accord. Écoute, je propose là, Luc doit intervenir tout à l'heure. Je pense qu'il nous écoute là. Je pense qu'il ne pouvait pas parler, mais il pourra rebondir sur cette intervention. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Attendez, il m'appelle là. Attendez. Il y a des mains levées. Attendez, du coup, il y a Luc qui m'appelle. Attends. Tu vas, Luc? Oui. Vas-y, interviens du coup, vas-y. Est-ce que vous l'entendez? Apparemment, on m'entend. Donc, effectivement, c'est une problématique à laquelle, moi, aujourd'hui, je ne peux pas répondre directement. Mais par contre, je vous invite à suivre un peu au jour le jour, parce que notre ministère, entre le moment où il déclare les choses et puis le moment où il parle de la mise en application, il y a parfois quelques jours qui s'écoulent. Et donc, il peut y avoir des évolutions. Après, c'est effectivement la responsabilité des maires qui soit acceptent de privilégier la remise en place des activités, et puis d'autres qui sont plus frileux, qui veulent à tout prix se protéger de tout risque d'être accusés d'avoir ouvert trop tôt et participé à la contamination, et qui donc préfèrent tout fermer. Et y compris dans les reprises, puisque à l'extérieur, on pouvait reprendre depuis le 11 mai, mais ça s'est produit dans très peu d'endroits, parce que y compris les espaces extérieurs étaient fermés. Donc voilà. Donc moi, je vous invite sur ce point-là à suivre véritablement, mais là aussi, vous serez averti par votre fédération, parce que Ce sont les villes, ce seigneur. pour une décision, c'est en relation avec la fédération en général, pour voir ce qui serait possible de faire, parce que dans le même temps, il y a des encouragements à ce que l'été se passe différemment de l'été dernier et des étés habituels. Donc peut-être qu'il y a des initiatives qui pourront être prises, mais c'est effectivement dépendant de l'ouverture des installations. Ok. T'as annulé, non? Luc, je te rappelle tout à l'heure? Je n'ai rien compris. Ok. Ça a résonné un petit peu, Fred. Hein, ouais, c'est plus compliqué. Apparemment, son micro ne marche pas sur son PC, donc c'est pour ça qu'il intervient comme ça. Donc voilà pour la reprise d'activité. Donc moi, je m'engage à faire un mail à la Fédé pour rappeler que c'est compliqué au club. Ils se retrouvent en porte-à-faux avec les licenciés, avec les envois de mails directement chez eux, quoi. Il y a 2 clubs encore. Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y, ouais. Je crois que c'est Conflans, c'est ça, Oui. 61. Oui. Pour répondre un peu à Laurent,
Nous, à Conflans, on a repris l'entraînement depuis une semaine, mais le groupe est partagé en deux. Il y en a 10 dans le gymnase et 10 qui vont courir dehors, sans vestiaire et sans douche. Un Voilà. compromis qu'on a trouvé avec la ville. Ok. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Voilà. Martine Oui. aussi également. Rambouillet, oui. Oui, nous, on a la même problématique. Hein. La mairie interdit à moins de 10, y compris l'entraîneur, bon, masqué, etc. Et moi, j'ai une petite question justement sur le questionnaire post-Covid qui nous a été transmis, et d'ailleurs qu'on a transmis à tous les licenciés déjà pour le renouvellement des licences, mais qui visiblement serait quand même bon de remplir avant le moindre entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce questionnaire? S'ils le remplissent, à qui on le transmet et qui le lit, qui légifère là-dessus? Alors, je ne sais pas si Georges, tu peux répondre. Moi, ce que j'ai compris sur le truc, c'était surtout un questionnaire à amener au médecin pour faire un. Moi, ce que je peux vous dire de la réunion qu'on a eue avec les qualifications de la Ligue la semaine dernière, c'est que ce document ne doit pas être transmis au club. Il est pour le médecin, pour faire son certificat médical, mais il ne doit absolument pas être mis dans les documents pour faire sa licence. Exactement, c'est exactement ça. C'est un document d'ordre privé entre le médecin, tu as fait raison, Brigitte, d'ordre privé entre le médecin et puis le licencié qui doit rester entre eux. Mais il ne doit surtout pas être mis à disposition du club parce que c'est le secret médical en fait, hein, voilà. Et éventuellement, s'il doit être produit, il ne pourra être produit que à la commission médicale de la fédération. C'est tout. Mais dans des cas bien précis, notamment dans ce qu'on appelle la mise en place des référents Covid pour les clubs de championnat de France sur la, je sais plus quelle division, enfin bref. En tout cas, on est bien d'accord que ce document est d'ordre privé. Ok. Est-ce que Martine, ça répond à ta question? Oui, ça répond un peu à ma question et en même temps, bon, par rapport à ce que je t'avais transmis, tu sais, là, concernant le syndicat des médecins, moi, je suis un peu inquiète aussi là-dessus parce qu'ils disent que normalement, bon, c'est illégal ce qu'on demande. Le certificat médical est toujours valable 3 ans. Je crains fort qu'il y ait beaucoup de médecins généralistes qui refusent peut-être de signer les certificats médicaux là, à la rentrée. Alors, pas sur quelle base un médecin pourra refuser de signer un certificat médical. Hein. Si un licencié vient le voir pour lui demander un certificat, le médecin il doit donc l'examiner et puis point barre, c'est tout. Concernant après l'histoire de l'avis de l'ordre des médecins, effectivement il y a un petit misfit, mais ce sont des discussions qui ont lieu actuellement avec le ministère des Sports. En tout cas, je crois que nous en interne, on doit donc suivre de toute façon les recommandations de la fédération et c'est elle qui va être responsable de ça et qui agira où il faut en cas de difficulté. Mais bon, on a des instructions pour mettre en place les licences, on doit s'y conformer. Voilà. Ok. Le certificat médical, pour info, ne prévoit absolument pas une appréciation du médecin quant à la possibilité d'exercer en cas d'épidémie. Le médecin doit simplement se prononcer sur l'aptitude du licencié à pratiquer le sport. Et pas dans des circonstances exceptionnelles. Voilà. Juste, est-ce qu'il est apte à pratiquer ce sport physiquement, oui ou non, point. Il n'a rien d'autre à dire. Ok. Donc, merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le sujet? C'est qui? C'est Bonnière. Alors, Bonnière. Bonjour. Juste pour info, moi j'ai effectivement eu le cas d'un médecin qui a refusé de faire un certificat médical nous disant qu'en fait c'était tout à fait illégal, que le certificat était de moins de 3 ans. Voilà, juste pour info, on a commencé à avoir le cas. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faut faire remonter ces infos-là quand même, si tu peux, au comité. On fait remonter à la Fédé pour dire qu'il y a quand même des sujets. Donc, c'est quand même intéressant. Après, c'est peut-être un médecin isolé, mais c'est quand même intéressant d'avoir des remontées du terrain. Si jamais vous avez des remontées comme ça du terrain, envoyez-nous les mails et on fera remonter à la Fédé quand même. Parce que, bon, Georges dit qu'il y a des discussions avec le ministère, mais ça peut être intéressant quand même s'il y a vraiment beaucoup de cas, de le faire remonter, quoi. La médecin, en fait, elle nous a signalé que l'ordre des médecins leur avait averti qu'il ne fallait pas faire de certificat concernant le basket et le hand, parce qu'on était en toute illégalité.
D'accord, ouais, c'est ce que disait Martine, là. C'est un mail qu'on a vu passer et on l'a fait remonter à la Fédé, ce mail-là de l'Ordre des médecins, et c'est ce dont parlait Martine. Mais si vous avez vraiment des médecins qui refusent, ouais, faites-nous remonter les infos. Ouais. En fait, moi, j'ai une autre question, c'est concernant en fait le surveillance post-délivrance du CACI. Parce qu'en fait, cette surveillance, qui l'a fait? Parce que normalement, c'est le propre adhérent qui doit la faire. Nous, on a une responsabilité si on considère que la personne, elle a de la fièvre, qu'elle est essoufflée au bout de 3 tours. C'est quoi l'idée? Parce qu'on n'est pas médecin à la base. Hein. Ah bah c'est ça, ouais. Mais alors, attends, moi je vais peut-être dire, enfin, je vais voir, genre, tu vas peut-être me contrôler là-dessus, mais pour moi, c'est le licencié qui valide lui-même s'il est apte ou pas. Enfin, quand on renouvelle sa licence, avant, c'était le licencié qui disait, qui cochait les cases, et s'il y avait une case où il cochait oui, dans ce cas-là, il devait refaire une visite, mais le club n'est pas, Et en fait, engagé là-dessus. La question, c'est le petit fascicule qu'on lui remet en disant surveillance post-délivrance du CACI. Tu sais, le médecin, en fait, vous a délivré ce jour un certificat d'absence de contre-indication à la pratique sportive, mais attention, vous devez arrêter immédiatement toute activité physique ou consulter rapidement un médecin dans l'apparition des signes d'alerte suivants. Et là, tu as effectivement la température de plus de 38 degrés, la perte brutale de goût, d'odorat, la fatigue anormale, les courbatures, etc. etc. Sachant que moi, en début de saison, je t'avouerai, il y en a qui vomissent même, hein, tellement c'est difficile. Donc, je veux dire, si au premier truc, il faut lui dire, écoute, tu arrêtes, il faut que tu ailles consulter, ça va être compliqué, sincèrement. Enfin, c'est pas notre job, en fait, de faire ce genre de choses. Alors ça va être compliqué, mais par rapport aux réunions qu'on a eues, les échanges qu'on a avec la Fédé, il faut quand même pas prendre de risques, parce que de ce que j'ai compris moi, c'est que même des personnes qui n'ont pas eu le virus là, enfin ou qui sont pas au courant, il y a quand même des risques quand même cardiaques en fait. Donc il faut quand même pas prendre de risques. Donc si jamais vous reprenez, vous voyez des gens avec des douleurs à la poitrine, des choses comme ça, il faut tout de suite les arrêter. Là, il faut pas prendre de risques par rapport à ça, c'est sûr. Moi, je pars sous le contrôle de Clément, mais je pense que c'est le bon sens qui doit nous guider là-dedans. D'une part, c'est d'abord la responsabilité de l'intéressé de savoir si ça va bien, si ça va mal, et effectivement de l'encadrant, s'il se rend compte de quelque chose, de dire attends, qu'est-ce qui se passe, machin, mais la responsabilité finale, c'est comme avant la pandémie, on pouvait avoir ce type de situation où un licencié allait mal autour d'un entraînement parce qu'il avait je sais pas quoi, et donc là on se posait pas ce genre de questions. Donc responsabilité individuelle, secret médical, il faut gérer ça comme ça, et responsabilité aussi morale des encadrants dans les clubs qui est d'être sensible à cette problématique, et puis de pas se gêner pour intervenir en disant halte là, fais gaffe, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Après, je sais pas, Clément, tu as peut-être d'autres informations au plan juridique, là c'est plus compliqué après. Il faut pas paniquer. Hein. Ouais. On a une obligation, on a tous une obligation de moyens, pas une obligation de résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens qu'on est en capacité de mettre en œuvre, pour mettre en œuvre les moyens qu'on peut mettre en œuvre, qu'on est en capacité de mettre en œuvre avec les connaissances dont on dispose, les responsabilités dont on dispose, pour pas mettre les gens en danger. Ça ne veut pas dire que on a l'obligation de garantir qu'il n'y ait jamais aucun incident. Ça n'est pas possible d'abord, et du coup, notre responsabilité ne peut être engagée que si on n'a pas mis en œuvre les moyens qu'on peut mettre en œuvre au regard de nos compétences et de nos responsabilités. Donc, on n'est pas médecin, on ne nous demande pas de mettre en œuvre des tests, etc., de chacun de nos licenciés. On nous demande juste d'avoir un regard vigilant et de ne pas faire complètement n'importe quoi, pour être clair. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, je pense que vous avez quand même intérêt à communiquer auprès de vos entraîneurs, voilà, de faire attention sur une reprise peut-être en douceur au départ, et puis voilà, au fur et à mesure de monter en charge. Nabil, pour répondre à ton intervention, peut-être éviter de les faire vomir dès la première séance. C'est pas ça le truc. Voilà. C'est pas moi qui les fait vomir. Hein. C'est pas moi qui les fait vomir. Mais l'idée, c'est ça. On peut élargir le débat aussi à notre fonction employeur. Donc, c'est-à-dire, bon, par exemple, sur la Ligue, on a mis en place un protocole sanitaire pour le retour dans nos locaux, en indiquant aux collaborateurs, voilà comment ça se passe pour vous, voilà comment ça va se passer pour nos visiteurs, voilà comment ça va se passer pour nos dirigeants bénévoles, voilà comment ça va se passer pour nos gens en formation, etc. Et on leur dit, on met à votre disposition un certain nombre de masques, on a des produits lavants, il y a un fléchage qui est fait, comme le dit Clément.
on a suivi les instructions qui sont de nous, en tant qu'employeurs, de mettre en place ce que la sécurité sanitaire de nos collaborateurs nous impose. Après, effectivement, on ne peut plus être responsable ensuite de ce qui peut se passer. Quelqu'un qui, dans le métro, se prend le virus, machin et tout, bon, ben ça, c'est la vie. Hein. Voilà, bon. Mais il est normal qu'on se pose ce genre de questions. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le sujet ou... Et Alcel Handball également. Vous voulez parler. Oui, bonjour. Enfin, bonjour. Heureux. Oui, c'est ça. Mais de toute manière, si on va demander cette année un certificat médical à tous les licenciés du club, mais le certificat médical, il est simplement valable à l'instant T. Hein. Oui. S'il arrive un accident le lendemain, tout vif, il n'est pas responsable et plein de choses comme ça. Ça, c'est pas nouveau, quoi. Non, oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, dans ce cas, je propose d'enchaîner. On en a parlé tout à l'heure, hein, la date de reprise des championnats départementaux sera étalonnée entre le 27 septembre et le 11 octobre. Alors, on voulait vous parler juste d'une petite nouveauté au niveau des inscriptions. On en avait parlé lors de la réunion club. Alors, je ne sais pas si c'est Laurence ou Victor qui veulent en parler. Écoute, je veux bien présenter la nouvelle procédure. Donc jusqu'à maintenant, on avait une procédure d'inscription qui était la suivante. On a mis une petite capture de l'ancien tableau que vous reconnaissez certainement. Il convenait d'inscrire l'ensemble de ces équipes à chaque renouvellement, à chaque intersaison. Là, l'idée, c'est de... je pense que tu peux passer sur la slide suivante, Fred. Donc, on a supprimé ce formulaire, l'idée étant de renouveler de manière tacite, entre guillemets, un certain nombre d'équipes. Alors, pour les plus de 16e et masculins et féminins, bon, c'est très simple, hein, on renouvelle l'ensemble des équipes, on publie les poules et dans un délai de 15 jours, les clubs ont la possibilité de désinscrire leur équipe ou d'inscrire une équipe au plus bas niveau. D'accord ? Cette formule sera reproposée en septembre. Il y a toujours la possibilité d'inscrire de nouvelles équipes. Concernant les jeunes, c'est un petit peu différent. On a pris le parti d'inscrire automatiquement les équipes qui vont faire les délayages haut niveau. D'accord ? Et même chose, après publication, donc là, la publication aura lieu mercredi prochain. Après publication, les clubs ont 15 jours pour désinscrire une équipe qu'ils estiment ne pas être au niveau du délayage haut niveau, d'inscrire une équipe qui n'y est pas. Alors là, comme c'est fait par rapport au classement COQ et aux résultats des 3 dernières saisons, la candidature sera examinée par la COQ et le BD. Et vous pouvez aussi procéder à l'inscription d'équipes en bas niveau. Idem, une procédure d'inscription sera proposée en début de saison pour l'inscription sur les bas niveaux. Donc voilà, ça change un petit peu la procédure. Ça allège clairement la charge administrative, hein, aussi bien pour nous que pour vous. Et donc, dans un second temps, une facture détaillée sera envoyée à chaque club. Donc, vous aurez le détail de chaque équipe inscrite qui permettra d'avoir un contrôle sur ce qui vous est facturé. Voilà. Et comme c'est une grosse nouveauté cette année, la façon d'inscrire les équipes, comme disait Victor, ça va être envoyé mercredi dans la newsletter. Si jamais vous avez des questions, nous on a fait office de cobaye là pour tester le nouveau formulaire. Si jamais, alors nous on a vu des choses qu'on va voir si on peut modifier, mais si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Victor est dispo, Audrey est dispo, Damien est dispo aussi. Donc voilà, si vous avez des doutes sur la façon d'utiliser les formulaires, n'hésitez pas. Hein. C'est une grosse nouveauté là cette année, donc n'hésitez pas, on est dispo pour ça. Hein. Donc vous aurez un formulaire avec le détail des différents cas de figure. Et donc, pour chaque catégorie, vous allez pouvoir inscrire, désinscrire une ou plusieurs équipes. Donc, voilà, normalement, ça devrait bien se dérouler. Mais encore une fois, comme le dit Frédéric, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un petit mail si jamais vous rencontrez des difficultés. Si vous ne faites rien, l'ensemble des équipes publiées seront tacitement reconduites, si on peut dire. OK. On va passer au dernier vote, si mon PC veut bien avancer. Ah, il rame un peu.
On va passer au budget. Donc, je vais meubler pendant que mon PC rame. On vous l'avait présenté lors de la réunion club. On a bossé sur différents cas de figure. Évidemment, on n'espère pas vivre le 5e cas de figure, hein, mais voilà, on est parti sur une baisse de 10% de licence, en espérant évidemment qu'on ne soit pas dans ce cas de figure, et avec une mise en réserve de financement si jamais il y avait des clubs en difficulté. Donc c'est un peu l'idée du budget. Donc voilà comment il a été construit pour répondre à la situation actuelle. Donc le vote qui vous est proposé, donc c'est la colonne bleue, la baisse de 10% des licences, et donc ça inclut aussi la baisse des engagements que vous avez votés au début. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on peut passer au dernier vote de la journée. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Je lance le vote? Ouais, vas-y. C'est parti. Copier le lien. Fred, si tu cliques une fois de plus, il y a le budget qui s'ouvre en gros. Ah, ok. Voilà. « 23 votes. 24. On est à 24 et 24 pour, donc même s'il y en a d'autres qui votent, ça ne changera pas le résultat, je pense. Toujours 24. 27. 27 pour. C'est bon, Fred. Je ne crois pas qu'on soit plus de 27. Donc, ça marche. Toujours 27. Ok, bah merci à tous. Alors, je vais essayer de rappeler Luc Miseret. Je ne sais pas s'il nous écoute. Luc, je t'appelle. C'est bon? C'est bon. Faut peut-être que tu coupes ton micro chez toi, par contre, Luc. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on D'accord. m'entend mieux là? Est-ce que vous entendez Luc? Oui. Bah, moi, je l'entends, mais ça résonne un petit peu. On l'entend un petit peu. Mais on l'entend quand même. Ouais. J'espère que ce sera audible. Écoutez, donc bonjour à tous, puisque tout à l'heure je suis intervenu un peu et moi j'avais pas dit bonjour. Je pense juste pas. C'est pas le micro qu'il faudrait couper le son du PC parce que je pense que c'est ça qui fait résonner. Il faudrait que tu coupes le son de ton PC, Luc. Ouais. C'est ça qui fait résonner, je pense. J'espère que comme ça c'est bon. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Pas de retour. Alors, moi juste une petite intervention et puis ça a été un petit peu également évoqué au travers de vos différents propos. Donc tout d'abord, j'excuse, je ne sais pas si Fred l'a fait parce que j'étais pas là au tout début, mais à la fois Madame la directrice et Sylvie Pascal Lagarrigue, notre inspectrice, chef du pôle sport, qui ne pouvait pas être avec vous aujourd'hui. La DCS souhaite attirer votre vigilance concernant l'état physique et psychologique de vos joueurs à l'issue de cette épreuve inédite générée par la dissémination du virus qui a conduit à l'état d'urgence sanitaire, qui est toujours en cours et les prolongements qu'il va y avoir, Frédéric l'a évoqué. Donc, on n'a aucun doute sur la conscience que vous avez des choses, mais il nous semble quand même important d'attirer votre attention sur différents constats. Et on l'a bien vu au travers de l'échange qu'on a eu sur les reprises potentielles entre l'état d'esprit des joueurs qui tout de suite, quand on leur dit les sports collectifs peuvent reprendre, eux, ils pensent qu'ils vont reprendre et qu'ils vont reprendre comme avant. Et ça
ça ne va vraisemblablement pas être possible et sans doute pour un moment. Donc à la fois on est pris dans un certain étau, c'est-à-dire qu'à la fois on veut favoriser la reprise parce que c'est important pour eux, c'est important pour nos clubs et puis c'est important plus généralement. Et puis en même temps, il faut maintenir un état de vigilance important. Donc tout le monde n'a pas le même degré de conscience des dangers et des risques encourus. Hein, ça c'est ce qu'on constate dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de raison que le sport n'y arrive pas, n'y participe pas. Tout le monde n'a pas le même degré de conscience de la nécessité de modifier durablement nos attitudes et comportements, c'est-à-dire sur les notions d'hygiène, de distanciation, etc. Bah oui, il va y avoir de manière durable des choses à réenvisager. Tout le monde n'a pas le même degré de conscience qu'il faut envisager notre rôle de dirigeant, d'éducateur sportif, d'arbitre, de pratiquant de manière différente, avec des avantages et des inconvénients suscités. Donc on encourage tout le monde à mieux informer et à rassurer à la fois nos pratiquants et les parents, nos bénévoles, l'ensemble des personnes et partenaires qui gravitent autour des associations pour que l'activité reprenne, mais avec cette vigilance, ce terme de comme avant, il faut le sortir de notre langage, on ne va pas reprendre comme avant. Et par contre, il va falloir trouver les adaptations qui vont faire en sorte qu'on poursuive nos activités et qu'on les envisage différemment. Donc c'est un petit peu la vigilance, encore une fois, vraisemblablement tous ceux qui sont là, non pas autour de la table, mais autour de l'écran, sont convaincus de tout ça. La problématique, c'est comment on transmet ce message-là et qu'il touche chaque joueur, chaque éducateur sportif, chaque bénévole dans nos clubs pour qu'on assume au mieux quelque chose qui va être délicat. Donc voilà le message que moi je souhaitais vous passer, en vous souhaitant bien évidemment bon courage à tous pour que on anticipe suffisamment, parce que les craintes qu'on peut avoir et les craintes que les parents peuvent avoir, on arrive à la fois à les rassurer et à les dépasser pour qu'on n'ait pas trop de chute d'effectifs, pour qu'on n'ait pas trop d'inquiétude, et que il y a tout un tas de stress qui ont été générés par cette situation. Eh bien, l'activité sportive, elle est justement là aussi pour participer à évacuer tout ça et qu'on puisse le faire de la meilleure manière. Donc bon courage à tous, bon repos d'abord et bonne reprise ensuite. Ok, merci Luc. Est-ce que vous avez des questions à Luc? Oui, Luc, bonjour, c'est Brigitte de Conflans. Moi, ce qui m'énerve un petit peu dans toutes les interventions… Tu l'entends, Luc, là? Tu entends la question? Ah bah attends, il a raccroché, donc ça va être compliqué. Bon, bah ça va être compliqué. Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'en classe, on peut mettre 40 gamins, mais dans un club, pas. C'est ça les problèmes. Ouais. C'est qu'en plus de ça, ils nous disent que de toute façon, le public de moins de 13 ans, en gros, de toute façon, en gros, il faut laisser passer le virus et il risque pas grand-chose. Donc d'un autre côté, nous, nos licenciés de moins de 13 ans, ils vont pas comprendre qu'à l'école, ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent s'amuser à faire du foot dans la cour, et que finalement, on leur dit, non, faut rester éloigné, faut pas vous toucher, faut pas tout ça. C'est bizarre, Non. quoi. Il y a un truc, il y a une Ils n'ont bizarrerie. pas le droit de jouer ensemble dans la cour de récréation. Ah bah pas tout le monde, hein. Ah, À 10, je crois que c'est pas des publics de 10, ils ont le droit, je crois, hein, sauf l'erreur. Le protocole stipule qu'il ne faut pas mélanger les groupes. Oui, mais par groupe de 10, ils peuvent le faire. Ah, par groupe de 10, oui. Oui, donc ils peuvent le faire. Et ne parlons pas de la fête de la musique. Et attends, il y a Luc qui m'a rappelé, il va vous répondre, je pense. Vas-y, Luc. Oui, alors j'avais coupé pour pouvoir entendre justement, pour pas que ça résonne trop. Mais oui, j'entends bien tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on interdit les sports de combat et qu'on interdit les combats, mais qu'on interdit en même temps les katas, alors que les katas, c'est une pratique individualisée où il est facile de mettre les personnes espacées, donc de pouvoir développer l'activité, il y a tout un tas effectivement de contradictions, hein, tout comme dans la vie de tous les jours, il
il y a des possibilités de rentrer à l'intérieur, on nous cantonne à l'extérieur, etc., etc. Même les sports d'extérieur, finalement, n'ont pas repris autant comme ils auraient pu le faire. Donc oui, il y a tout un tas de contradictions. Moi, je ne peux pas vous dire mieux que cela. Maintenant, il y avait aussi des possibilités et dont finalement peu se sont saisis, parce que sur une pratique individualisée dans un espace, alors bien sûr, ce n'est pas notre sport collectif, mais au moins ça favorisait une reprise progressive de l'activité, des sensations sur à la fois du développement athlétique, de coordination technique dans le cadre de la technique individuelle, etc. Il y avait des possibles et puis ça n'a pas été très souvent possible parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les installations étaient fermées. Donc oui, il y a tout un tas de contradictions, oui, il y a une grande complexité, oui, il y a des choses qui sont incohérentes et certaines qui apparaissent incohérentes. Maintenant, moi je ne peux pas vous dire mieux que les informations qu'on peut avoir quand on les a, et le plus souvent on les a par la presse comme vous, donc parce que dites-vous bien que ce qui vous arrive, vos adhérents qui sont avertis avant les instances des clubs, nous c'est un petit peu pareil aussi, donc voilà, on est dans une situation qui est très très particulière, tentons de la gérer au mieux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Luc? C'est bon? Bon, merci à lui. Il ne reste plus grand-chose comme slide. Victor, si tu veux parler sur le... Eh bien, allons-y. Donc, le grand projet sportif de la commission technique et développement pour la saison prochaine, c'est la création d'une convention championnat de France U18 masculine à Yvelines Handball, avec une participation budgétaire du comité à hauteur d'un tiers du budget global. Et en prévision, la duplication de ce projet sur le secteur féminin pour 21-22. Donc voilà, une année pour se mettre en ordre de marche et voir comment on peut adapter ça au secteur féminin qui a des particularités différentes. D'une manière globale, on pourrait penser que ce projet ne s'apparente qu'à un projet de performance sportive, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi et surtout un projet de développement au sens large du terme, qui va nous permettre de rassembler l'ensemble des acteurs du handball yvelinois, que ce soit les dirigeants, les arbitres, les techniciens, l'ensemble des licenciés autour d'événements phares, et aussi la possibilité de développer les activités connexes en marge de ça, que peuvent être le beach handball, le handfit et tous les nouveaux handball qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour ce projet. Les clubs qui prennent part au projet sont l'AS Manthès, le Clocacher, le Chesnay 78 Handball, l'AS Montigny, le Plaisir Handball Club, le Versailles Handball Club, Triel Chanteloup-Autil et l'AS Cetrap. Donc les clubs qui prennent part au projet sont des clubs dont des joueurs ont été détectés. Voilà, on a refait le point sur l'ensemble des listes de détection qu'on avait sur les dernières années. On a fait le point aussi avec les différents scouts de terrain qu'on peut avoir sur la détection, de manière à pouvoir constituer ce groupe, et l'ensemble des clubs ayant un joueur prenant part potentiellement à ce projet a signé la convention. Donc voilà, on en est ravis de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble et de permettre une réelle émulation et à faire du territoire un territoire de bain culturel. C'est l'aboutissement de la politique qu'on a eue sur les dernières saisons de conventions par bassin. Donc voilà, on y arrive. Je vois que Nicolas a une question. Vas-y, Nico, je t'en prie. Alors, comment va s'organiser l'entraînement de l'ensemble de ces jeunes? Alors, le frein majoritaire qu'on rencontre dans ce type de projet, c'est le déplacement, le flux des personnes. Jusqu'à maintenant, les projets qui ont été menés dans ce cadre-là étaient des projets où l'ensemble des joueurs devaient s'entraîner au même endroit. Là, le projet a été construit autrement.
l'ensemble des joueurs restent à moitié dans son club ou dans sa convention, parce que très souvent, ce sont des conventions de niveau régional qui sont en dessous, entre guillemets. Donc, s'entraîne 2 fois au sein de sa convention et va venir s'entraîner 2 fois au sein de la convention Yvelines Handball. Avec aussi des créneaux le samedi matin qui permettent de déplacer les gens avec des problématiques de circulation moindres, des problématiques de disponibilité aussi, et beaucoup de stages qui sont à prévoir pendant les vacances de manière à pouvoir augmenter significativement le volume d'entraînement. Il faut comprendre que même si le but n'est pas de rivaliser avec un Créteil ou un Ivry, les jeunes qui jouent en championnat de France moins de 18 dans ces clubs-là s'entraînent 4 à 5 fois semaine, dont 2 fois avec un centre de formation. Donc des joueurs qui sont dans des professionnels en devenir. Donc, bon, nécessairement, nous, on se doit d'augmenter le volume d'entraînement. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Nico. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non? Donc, je vous propose d'enchaîner. Alors, traditionnellement, on remettait des récompenses à la fin de l'AG, donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est de mettre des photos. Donc, on félicite les clubs qui montent d'une division nationale ou qui accèdent au niveau national. Donc, un grand bravo à Conflans pour l'accession à N1FI. On leur souhaite plein de bonnes choses pour la saison prochaine. Et un gymnase tout neuf dans 2 ans, c'est ça, non, je crois? Je ne sais plus. Pour le moment, il est encore debout, mais Okay. il est vide. Donc, on Voilà, continue au gymnase pendant au moins 2 saisons. donc, en tout cas, bon vent à vous en N1 et puis on viendra vous voir évoluer. Merci. Un grand bravo aussi à, alors, faut pas que j'en loupe une commune, Houille, le Visinais Carrière. Alors, je ne sais plus s'il y a Chatou. Je ne sais plus si Chatou est dans le truc. Marc, je ne sais pas si tu pourras me contredire ou pas. Non, pas encore. C'est en Bon, bah alors, pourparlers. Houille, Carrière, le Visinais, j'ai bon. Oui, c'est bon. Donc bravo. Alors moi c'est moi Merci. j'aime beaucoup ce club. Donc un grand bravo, un énorme boulot. Je crois que vous êtes devenu en termes de licenciés un des plus gros clubs des Yvelines. Le plus gros club, ouais. Bah voilà, donc un travail, Oui, bah, un oui, gros enfin bon. un gros travail sur. On appartient au département, donc Ouais, ouais. c'est un ensemble. Ouais, ouais. Donc voilà, un grand bravo, c'est une belle Merci. aventure pour tous et puis un bon vent en Bretagne. Parce que Oui, vous allez partir en Bretagne. Ouais, j'en parlerai pas. Vous allez aller à plaisir aussi. Oui, non, ça, grand plaisir, justement. Non, pour la Bretagne, on est content. C'est la manière dont ça se fait, qui est peut-être pas très. On a reçu une réponse hier du président de la COQ. Je vous la ferai même pas lire. Ça risque de faire sourire beaucoup. Voilà. Oui, moi j'imagine. Ouais. Bon alors sinon, pour ceux qui savent, il y a un appel en cours sur un autre club des Yvelines. Je dis un gros mot, donc j'y pense à eux. On verra si ça aboutit ou pas. Mais en tout cas, il y a une procédure. Peut-être un autre club qui monte en national, mais bon, c'est par le biais d'appels et tout ça, donc on ne sait pas si ça arrivera. Et sinon, félicitations au club aussi qui monte ou qui accède en régional. Donc c'est l'AS Mantes qui monte en N3 régional filles. Alors la photo est un peu floue, mais bon. Bravo à eux. Bravo aussi à. Alors ça, là, c'est des clubs qui montent. Alors, il nous manque une photo, pardon. On a mis les filles en premier, donc ça c'est Mantes, ils montent d'un niveau régional. L'équipe réserve de SCY là, qui monte en excellence régionale. Bravo à elle. On a Trappes qui fait 2 montées successives, département, honneur région, et qui monte en excellence régionale la saison prochaine. Donc bon vent à eux aussi. En revanche, il nous manque une photo. On a demandé Poissy aussi qui monte en régional, en honneur régional. Donc bon vent à tous et puis évidemment à tous les clubs qui évoluent au niveau national et régional. Voilà, bonne saison la saison prochaine en espérant que tout se passe bien avec ce sacré virus. Alors pour info, on aura notre AG élective, on en parlera tout à l'heure, en octobre, et à cette occasion-là, on remettra différentes récompenses, les trophées pour les accessions et tout ça, et ainsi de suite. D'habitude, on remet aussi les labels école de handball, donc évidemment, là, on ne peut pas les remettre, mais voilà la liste, vous l'aviez déjà dans le dossier de l'AG. Donc voilà tous les clubs, bravo à tous les clubs qui participent à ce label, c'est pas mal de valoriser le travail auprès de sa commune, je trouve. Comme je vous le disais, donc
l'AG élective du comité aura lieu, alors on a fixé comme date le 12 octobre. L'AG élective Île-de-France, Georges en a parlé tout à l'heure, aura lieu le 24 octobre. Donc nous, on devait... Ah d'ailleurs, c'est une erreur, je crois que c'est le 10 octobre. Je me suis trompé de... Je sais pas si vous... Oui, il y a une erreur, une petite coquille, c'est le 10 octobre. J'avais corrigé sur une version et là j'ai oublié. Donc c'est le samedi 10 octobre. Parce que j'avais mis 12 jours, parce qu'il faut le faire 12 jours avant l'AG élective Île-de-France. Donc l'AG élective comité aura lieu le 10 octobre. Et forcément en présentiel, parce qu'on ne peut pas... Là, autant aujourd'hui on a pu voter avec l'outil là de Fabien, mais autant on ne peut pas le faire en AG parce que c'est les AG électifs, on peut pas c'est à bulletin secret, donc on sera obligé de faire une AG élective en présentiel, en espérant qu'on puisse le faire donc. Voilà, c'était le dernier slide. Donc peut-être qu'il y aura des questions diverses. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'évidemment, donc vu que c'est une AG élective, le mandat du CA prendra fin à notre AG élective. Je l'ai dit à tous les membres du CA, je le redis devant tout le monde, merci à eux de m'avoir fait confiance sur les 4 ans, d'avoir participé à l'aventure. C'était bien. Je trouve qu'on aurait pu faire plus, mais on a fait beaucoup. Déjà, on a essayé de remettre des fondations solides au comité, aussi bien matériellement avec l'achat du local, mais aussi avec l'arrivée d'un directeur qui, j'en suis persuadé, va faire avancer le comité. Il y a encore beaucoup de choses pour faire avancer le handball aux Yvelines. Voilà, ça sera moi ou d'autres après qui le feront, mais moi je vous le dis que aujourd'hui j'ai envie de continuer encore un mandat. Je pense pas plus, mais au moins un mandat pour continuer l'aventure avec tout le monde. Et si vous nous confiez encore, si vous me faites confiance sur les 4 prochaines années, moi je reste toujours dans la même lignée, c'est-à-dire je suis là pour travailler pour les clubs, pour développer le comité, développer le handball sur les Yvelines, et je resterai sur ces lignes directrices encore un mandat. Voilà. Peut-être pas plus, sûrement pas plus, mais en tout cas, je suis motivé pour continuer encore 4 ans. Voilà. Voilà. En gros, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions diverses, parce qu'après, c'est le dernier slide. Est-ce que vous avez des questions avant de clôturer notre AG, qui est donc été la première de l'histoire en visio? C'est le moment, avant de conclure, de poser vos questions, si vous en avez. Fred, moi, je voudrais intervenir un petit peu sur les qualifications de licence. Oui. Par le fait que on en a fait quand même déjà presque une bonne centaine, 150, mais on en renvoie déjà beaucoup. Et j'aimerais bien que les clubs vérifient quand même ce qui valide, parce que franchement, on voit de tout là pour le moment, et on n'a pas l'impression que le club vérifie un peu les documents ou autre chose, que tout est fait à la va-vite, et c'est dommage parce que les licences, elles font des allers-retours. Voilà. Ok, donc prenez bonne note. Brigitte sera vigilante et elle renverra les licences qui ne sont pas... Ça commence. Brigitte, est-ce que tu as déjà, dans ce que tu as fait, est-ce que tu as déjà 2-3 points qui ressortent particulièrement sur ce qu'il faudrait faire attention, par exemple? Alors, par exemple, déjà, lunettes de soleil à proscrire, hein, ça c'est clair, sur une photo d'identité. Les photos de vacances avec le chapeau de paille et tout ce qu'on veut. Les silhouettes de loin où on voit le licencié de loin, mais on ne voit pas sa tête. Après, on a aussi sur le certificat médical, il nous manque souvent la date de naissance. Le tampon du médecin qui n'est pas très lisible, donc on ne voit pas son numéro de RPPS. Après, sur les autorisations parentales, il y a des clubs qui utilisent d'anciens documents de l'autorisation parentale, ce qui fait qu'il n'y a pas le nom du club, il n'y a pas le texte exact pour le prélèvement. Après, sur c'est bon. Et puis, on a aussi des demandes de licence avec l'identifiant du licencié qui ne correspond pas
la pièce d'identité jointe. Écrit d'une mauvaise façon, quoi. Voilà tous les cas qu'on a déjà renvoyés. Ok. On a prévu de faire un rappel dans la newsletter de mercredi, donc on le remettra dedans, hein, de toutes les recommandations que vient de donner Brigitte. Et un point important, on le dit souvent, mais incitez vos licenciés à utiliser le certificat médical de la Fédé, parce que l'histoire de la date de naissance, si vous utilisez le certificat médical de la Fédé, il y a la date de naissance à remplir. Donc déjà, vous avez un bon point de gagné. Alors que c'est vrai que quand c'est sur papier libre, souvent, c'est pas marqué. Donc déjà, vous avez un bon point. Si vous incitez vos licenciés à utiliser le certificat médical officiel, déjà, il y a moins de risques que le certificat soit faux. Je crois que c'est le temps de conclure, Fred. C'est pour les autres documents. Ouais. Pour les autres documents, j'ai vu, je ne sais plus quel club, où il y a l'autorisation parentale, où il y a marqué PPH en gros, mais ce n'est pas l'autorisation parentale parce qu'il manquait tout le questionnaire du prélèvement. Donc, par exemple, prenez les documents de cette saison, vous aurez moins de problèmes de retour. Voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a Georges, oui, il y a deux clubs, il y a un club et Georges. Georges va conclure peut-être le club en premier. D'accord, alors le club, c'est AS Manthèse. Vas-y. Je peux? Oui, bien sûr. Ouais, j'ai juste une question vite fait, il n'y en a pas pour longtemps. Concernant la saisie des licences, je voudrais savoir, est-ce que, concernant les adresses mail, parce que nous, aujourd'hui, on est confronté à un cas où on a beaucoup de familles qui n'ont pas d'adresse mail. Du coup, on utilise nos adresses mail personnelles ou autres, mais on est limité à 5 saisies de mail. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça aujourd'hui ou pas? Non, toujours pas, ça restera à 5 maximum. Ok, bon, on va se redébrouiller comme on faisait, on va faire du bric-à-brac. non, mais c'est vrai, parce que bon, voilà, c'est vrai que ça paraît aujourd'hui de se dire qu'il y a beaucoup de... Mais nous, alors, sur la section féminine, on a beaucoup de familles qui n'ont pas d'adresse mail, donc c'est pas évident. C'est pour limiter les spams, Jeannette. Oui, je sais bien, mais du coup, si on ne met pas d'adresse mail, on peut pas saisir, on peut pas valider la licence, et après, c'est tout ce qui en découle derrière, quoi. Donc voilà, c'était juste cette petite question. Alors moi, je te propose, Jeannette, c'est de faire un mail à la Fédé, expliquant le cas spécial de l'AS Mantes, qui est une ville où il y a peu d'adresses mail, et voir s'ils peuvent pas faire quelque chose. D'accord, ok, je vais faire ça. Merci. Voilà. Merci Brigitte. Merci Laurence. Si tu veux mettre le comité en copie pour que nous on puisse rebondir, n'hésite pas aussi. Ouais, ok, pas de souci. Merci. Georges, tu veux intervenir? Oui, juste pour un plaidoyer pro domo, pour insister lourdement. Donc, vous avez donc, on vous demande donc de participer à notre AG électronique régional, les votes à partir de jeudi jusqu'à dimanche 5 juillet, donc ça va être 3-4 jours. Je vous rappelle que pour voter, il convient d'utiliser votre adresse standardisée, 5 800 000 quelque chose, concernant le club. Vous l'avez déjà expérimenté, là, il y a 3 semaines, un mois, c'est très facile de traiter, de répondre à l'AG électronique. Vous avez tous les documents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à nous les poser par courriel. Simplement, j'insiste un peu parce que c'est un peu comme vous au niveau du comité, au niveau de vos clubs. On a besoin d'avoir le quorum pour pouvoir valider cet AG, donc faites l'effort, s'il vous plaît, d'y aller. Et notamment, nos amis des clubs qui sont simplement en département, vous êtes aussi concernés par cette assemblée générale, puisqu'elle est régionale, quoi. Donc voilà, et puis dernier truc, merci à tous pour ce que vous faites pour le handball, que vous ferez encore demain, et puis je redescends sur terre bientôt avec vous. Voilà. Ok, merci Georges. Le dernier slide, c'est bonnes vacances à tous, sauf si quelqu'un veut encore intervenir. Prenez soin de vous. Quelqu'un a parlé de la fête de la musique tout à l'heure. Ne faites pas n'importe quoi pendant les vacances, parce que je pense qu'il faut quand même faire attention à vous. Et puis, on espère qu'on croise les doigts pour que tout reprenne normalement à la rentrée. On espère, mais bon, on verra. En tout cas, on sera avec vous.
Voilà, 2 heures de pile poil d'enregistrement. On a été bon. Allez, au revoir à tous, bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci à tous. Au revoir, bonnes vacances. Merci, au revoir. Bonnes vacances.